Cette expérience m'a été envoyée par un abonné de l'Équateur nommé Thomas, qui a vécu quelque chose d'inexplicable lors d'un camp d'été quand il avait 16 ans. Si jamais vous vous êtes perdu dans une forêt et que vous avez eu l'impression que quelque chose vous observait, que la forêt elle-même était vivante et consciente, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ces histoires de lieux naturels qui semblent avoir une volonté propre me fascinent profondément. Ce que Thomas et ses amis ont trouvé dans cette forêt il y a 15 ans le hante encore. Et 3 des personnes qui étaient avec lui ce soir-là ne sont jamais redevenues les mêmes. Je m'appelle Thomas et j'ai 31 ans. Je vis à Quito, en Équateur, mais ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 16 ans, lors d'un camp d'été organisé par mon école dans une zone protégée des Andes équatoriennes. Ce fut la dernière fois que je suis entré dans une forêt la nuit, et après avoir entendu mon histoire, vous comprendrez pourquoi. En juillet 2008, mon école a organisé un camp d'1 semaine pour les élèves de terminale. C'était un programme de leadership et de connexion avec la nature. Nous étions 20 élèves, plus 3 professeurs superviseurs. Le lieu choisi était une réserve naturelle dans les montagnes, à environ 3 heures de Quito, avec une forêt nuageuse dense, des rivières cristallines et une biodiversité incroyable. Nous sommes arrivés un lundi après-midi. Nous avons établi le camp dans une grande clairière entourée d'arbres immenses couverts de mousse et de broméliacées. Il y avait quelque chose de magique dans cet endroit. L'air était frais et humide, sentait la terre et la végétation, et le son constant des oiseaux et de l'eau créait une symphonie naturelle. Les 2 premiers jours étaient parfaits. Nous avons fait des randonnées, appris sur la flore et la faune locale, et fait des exercices de travail en équipe. C'était amusant et éducatif, rien d'inhabituel. Mais mercredi soir, l'un des professeurs, M. Valdez, nous a raconté une histoire autour du feu de camp. C'était une tradition dans ces camps de raconter des histoires de terreur pour divertir les étudiants. M. Valdez était doué pour ces choses, il savait comment créer une atmosphère. « Savez-vous pourquoi cette zone est une réserve protégée ?» demanda-t-il en regardant les flammes. « Officiellement, c'est pour la biodiversité, pour protéger les espèces en danger. Mais il y a une autre raison. Une raison qui n'apparaît dans aucun document officiel. Nous nous sommes tous penchés en avant, intrigués. Monsieur Valdez avait notre attention totale. Il y a environ 50 ans, il y avait une petite communauté ici, pas plus de 30 familles. Ils vivaient de manière traditionnelle, en harmonie avec la forêt. Mais quelque chose s'est passé. Les détails sont confus, les histoires varient. Certains disent que c'était une épidémie. D'autres qu'il s'agissait d'un effondrement qui a enseveli le village. Et d'autres, il marqua une pause dramatique. D'autres disent que les enfants du village ont simplement disparu une nuit. Les 20 enfants de moins de 12 ans, tous ont disparu en même temps sans laisser de traces. Et que leur est-il arrivé ? Demanda mon amie Daniela d'une voix tremblante. Ils ne se sont jamais retrouvés. Ils ont cherché pendant des mois. Ils ont fouillé chaque centimètre de la forêt. Rien. C'était comme si la terre les avait engloutis. Monsieur Valdez regarda vers la sombre forêt qui nous entourait. Les parents ont finalement quitté le village, anéantis par la perte. Le gouvernement a déclaré la zone comme réserve protégée et a interdit aux gens d'y vivre. Officiellement pour protéger l'écosystème, officieusement. Pour tenir les gens éloignés de ce qui a pu emporter ces enfants. Penses-tu que quelque chose dans la forêt les a pris ? Demanda un autre étudiant, Carlos. Je ne sais pas quoi croire. Mais les gardes forestiers qui patrouillent en cette zone rapportent des choses étranges. Des voix d'enfants riant dans la nuit, des petites silhouettes se déplaçant entre les arbres. Et il y a une règle non écrite parmi les gardes, ne jamais, jamais suivre le son d'un enfant pleurant dans la forêt. Peu importe à quel point cela semble réel, ne le suis pas. L'histoire nous a laissés inquiets. Certains étudiants ont ri, disant que ce n'était qu'un conte pour nous effrayer. D'autres, comme moi, étions perturbés, regardant l'obscurité de la forêt qui nous entourait. « C'est juste une histoire », a dit le professeur Rivera, un de nos superviseurs, pour vous divertir. Il n'y a rien à craindre dans la forêt, sauf de se perdre. C'est pourquoi nous avons la règle. Personne ne sort du campement la nuit sans un professeur. Compris ? Nous avons tous hoché la tête. Et cela aurait dû être la dernière mention du sujet. Mais cette nuit-là, vers 2 heures du matin, quelque chose nous a réveillés, plusieurs d'entre nous. C'était un rire d'enfant, clair, joyeux, comme si quelqu'un jouait. Cela venait de la forêt. Je suis sorti de ma tente et j'ai vu que d'autres étaient également sortis. Carlos, Daniela, mon ami Miguel,
et 2 autres filles, Andrea et Fernanda. Nous regardions tous dans la direction d'où venait le son. « Vous entendez ça ?» a chuchoté Daniela. « Ce n'est qu'un animal, dit Carlos, mais sa voix manquait de conviction. Il y a des singes dans ces forêts qui font des sons qui ressemblent à des humains. » Mais ce n'était pas un rire de singe, c'était indéniablement humain. Et maintenant, il y en avait plus d'une. Plusieurs rires, superposés, comme s'il y avait un groupe d'enfants jouant dans la forêt sombre. « Nous devrions réveiller les professeurs, » suggéra Andrea. Mais alors, les rires se transformèrent en quelque chose de plus. Des chants, des voix d'enfants chantant une chanson que je ne reconnaissais pas. La mélodie était étrange, antinaturelle, avec des intervalles musicaux qui sonnaient mal, dissonants. « Venez jouer », chantèrent les voix. « Venez jouer avec nous. Nous sommes seuls. Venez jouer. » Quelque chose dans ces voix était magnétique. Je ressentis une impulsion presque irrésistible de marcher vers la forêt et de suivre ces voix. D'après l'expression sur les visages de mes amis, ils ressentaient la même chose. « Non », dis-je à voix haute, autant pour eux que pour moi-même. « Rappelez-vous ce que M. Valdez a dit. On ne suit pas les voix d'enfants dans la forêt. »« Mais et s'ils sont de vrais enfants ?» dit Miguel. « Et s'il y a un village à proximité et que les enfants jouent, à 2 heures du matin, au milieu d'une forêt sombre ?» répliqua Daniela. « Ça n'a pas de sens. » Mais Miguel était déjà en train de marcher vers le bord du camp. « Je vais juste regarder, je ne vais pas m'éloigner. »« Miguel, non !» l'ai-je appelé, mais il était déjà à la lisière des arbres, regardant vers l'obscurité. Et puis nous avons vu quelque chose qui nous a glacé le sang. Des lumières, de petites lumières brillantes se déplaçant entre les arbres, comme des lucioles mais plus grandes, plus brillantes. Et entre les lumières, des ombres de la taille d'enfants, courant, jouant, riant. « Venez !» appelèrent les voix. « Venez jouer, c'est amusant. Vous ratez la meilleure partie. » Miguel a fait un pas vers la forêt, puis un autre. « Miguel !» ai-je crié. J'ai couru vers lui et l'ai attrapé par le bras. « Que fais-tu » Il m'a regardé avec des yeux vitreux, comme s'il était en transe. « Je dois y aller. Ils m'appellent. Je peux les entendre. Ils ont besoin de moi. » Entre Carlos et moi, nous avons réussi à le tirer de nouveau vers les tentes. Miguel luttait contre nous, criant de le laisser partir, que les enfants l'attendaient. Le bruit a réveillé les professeurs. Monsieur Valdez est sorti de sa tente et a rapidement évalué la situation. Il a vu Miguel se battre, les lumières dans la forêt, a entendu les voix chanter. Son visage a pâli. « Tous dans vos tentes, maintenant, et ne sortez pas, peu importe ce que vous entendez. » « Mais les voix, » a commencé à dire Andrea. « Elles ne sont pas réelles, » a coupé Monsieur Valdez avec fermeté. « Ou plutôt, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Entrez dans vos tentes, fermez les zips, bouchez-vous les oreilles si nécessaire, mais ne sortez pas. Nous sommes entrés dans nos tentes comme il nous l'a ordonné. Je partageais ma tente avec Carlos et Miguel. Miguel continuait à murmurer sur les enfants, sur le fait qu'il devait aller jouer avec eux. « Miguel, tu dois résister, lui ai-je dit. Quoi que ce soit là dehors, ce ne sont pas des enfants normaux. Souviens-toi de l'histoire. »« Mais ils sont si heureux, » murmura Miguel. « Je peux les sentir. Ils veulent juste des amis. Ils sont si seuls. » Les voix continuèrent toute la nuit, chantant, riant, appelant. Les lumières dansaient entre les arbres. Et parfois, très clairement, nous pouvions voir les silhouettes des enfants, des dizaines d'entre eux, jouant dans la forêt sombre comme si c'était midi. Aucun d'entre nous ne dormit cette nuit-là. Nous restâmes éveillés, écoutant, résistant à l'envie de sortir. Miguel était le pire. Il fallut le retenir physiquement plusieurs fois lorsqu'il essayait de sortir de la tente. Quand le jour se leva enfin, les voix s'arrêtèrent. Les lumières s'éteignirent. La forêt redevint simplement une forêt normale. Les professeurs se réunirent avec nous après le petit déjeuner. Ils avaient l'air épuisés, inquiets. « Ce que vous avez entendu hier soir, commença M. Valdez, n'est pas la première fois que cela se produit. Cela arrive occasionnellement dans cette région. Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Certains l'appellent phénomène acoustique, illusion causée par des conditions atmosphériques spécifiques. D'autres croient que c'est quelque chose de plus. Les enfants disparus, demandai-je. Sont-ils eux? Je ne sais pas. Mais la règle reste la même, ne les suis pas. Les gens qui ont suivi ces voies, certains ne reviennent jamais, d'autres reviennent mais changés, comme piégés dans une sorte de transe dont ils ne se remettent jamais complètement. Nous devrions partir.
dit le professeur Rivera. Faire nos valises et retourner à Quito. Mais monsieur Valdez secoua la tête. Si nous partons maintenant, si nous laissons cela nous effrayer, nous leur donnons du pouvoir. De plus, pendant la journée, ils sont complètement inoffensifs. Ils ne sont actifs que la nuit. Comment sais-tu autant de choses à ce sujet? Demanda Daniela avec suspicion. Monsieur Valdez hésita. Parce que j'étais dans un camp ici il y a 20 ans, et j'ai aussi entendu les voix, et j'ai vu ce qui est arrivé à ceux qui les ont suivis. Un lourd silence tomba sur le groupe. Finalement, nous avons décidé de rester, mais avec des précautions extrêmes. Cette nuit-là, nous dormirions tous dans une grande tente commune. Les professeurs feraient des rondes, et personne, absolument personne, ne sortirait de la tente, peu importe ce qu'il entendait. Le jeudi s'est déroulé sans incident. Nous avons fait des activités pendant la journée, essayant de maintenir la normalité. Mais nous étions tous nerveux, regardant constamment vers la forêt, attendant que la nuit tombe. Quand il a finalement fait sombre, nous sommes tous entrés dans la grande tente. 20 étudiants plus 3 professeurs, tous entassés. C'était inconfortable, mais personne ne se plaignait. Il y avait de la sécurité dans les nombres. À minuit, cela a recommencé. Les rires, les chants, les lumières dansant entre les arbres. Mais cette fois, c'était différent. Les voix semblaient plus proches et plus insistantes. « Nous savons que vous êtes là », chantait-elle. « Nous pouvons les sentir, nous pouvons les ressentir. Pourquoi ne sortez-vous pas? Nous voulons juste jouer. » Puis ils ont commencé à nous appeler par nos noms, des noms qu'ils ne devraient pas connaître. « Miguel » appela une voix douce d'enfant. « Miguel, viens. Nous t'avons attendu. Nous te montrons des choses merveilleuses. » Miguel tremblait à mes côtés, se bouchant les oreilles. « Je ne peux pas résister beaucoup plus. Ils veulent que j'y aille. »« Daniela » appela une autre voix. « Ton petit frère est ici, il veut te voir. » Daniela sanglota. Son petit frère était mort 2 ans auparavant dans un accident. C'est impossible. Il ne peut pas être là. Andrea, Carlos, Fernanda, Thomas. Chacun de nos noms fut appelé, et avec chaque nom, la tentation de sortir grandissait de plus en plus. Et alors les voix changèrent de tactique. Elles commencèrent à sonner effrayées. « Veuillez nous aider », pleurait-elle. « Nous sommes perdus. Nous avons froid. Nous avons peur. S'il vous plaît, nous avons juste besoin que quelqu'un nous guide de retour. Il y a quelque chose dans la forêt qui nous poursuit, » cria une voix d'enfant avec une terreur authentique. « S'il vous plaît, adultes, aidez-nous. Il va nous attraper. » C'était déchirant. Chaque instinct humain criait que nous devions aider. Ceux étaient des enfants effrayés. Comment pouvions-nous rester là sans rien faire? Andrea se leva. « Je ne peux pas rester ici pendant que des enfants sont en danger. Je ne peux pas. » Le professeur Rivera l'a saisi. « Ce ne sont pas de vrais enfants. C'est un piège. »« Comment sais-tu ça ?» pleura Andrea. « Et s'ils sont réels et que nous les abandonnons ?»« Parce que j'ai déjà vu ça, » dit monsieur Valdez d'une voix fatiguée. « Il y a 20 ans, un élève est sorti pour aider les voix. Nous l'avons trouvé 3 jours plus tard au fond des bois. Il était vivant mais vide. Comme si quelque chose avait enlevé tout ce qui le rendait humain. Il n'a jamais reparlé. Il n'a jamais reconnu personne. Il a passé le reste de sa vie dans une institution mentale, chantant ces mêmes chansons que nous entendons maintenant. Nous sommes tous restés figés. » Monsieur Valdez n'avait jamais raconté cette partie de l'histoire. Les voix ont continué toute la nuit. Suppliques, menaces, promesses, chaque tactique imaginable pour nous faire sortir. Certains étudiants pleuraient, d'autres priaient. Miguel a dû être sédaté avec des médicaments que le professeur Rivera apportait pour les urgences car il était au bord d'une crise psychotique. Mais nous avons tenu bon. Personne n'est sorti. Et quand le jour s'est levé, la forêt est redevenue silencieuse. « Nous y allons », déclara monsieur Valdez. « Aujourd'hui, je ne vais pas risquer une autre nuit ici. » Personne n'a argumenté. Nous avons emballé le campement en un temps record et avons commencé la marche de retour vers l'endroit où le bus nous attendait. Mais pendant que nous emballions, j'ai trouvé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Devant notre tente, sur le sol, il y avait des empreintes de petits pieds, d'enfants, formant un cercle complet autour de l'endroit où nous avions dormi. Ils avaient été là, juste à l'extérieur, toute la nuit, attendant. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste pris une photo avec mon téléphone portable et me suis dépêché de suivre le groupe. Le chemin de retour devait prendre 3 heures, mais cela nous a pris presque 5. La forêt semblait différente.
Les sentiers que nous avions utilisés pour entrer n'étaient en plus clairs. Nous nous sommes perdus plusieurs fois. C'était comme si la forêt ne voulait pas nous laisser partir. Et nous continuions à entendre des choses. Des rires lointains, des chants, de petits pas nous suivant mais toujours hors de vue. Finalement, quand le soleil commençait à se coucher et que nous commençons à paniquer à l'idée de devoir passer une autre nuit dans la forêt, nous avons trouvé le chemin. Nous sommes arrivés au bus, juste au moment où il faisait sombre. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir la civilisation. Nous sommes tous montés dans le bus en silence, épuisés, traumatisés. Le voyage de retour à Quito a été silencieux. Personne ne parlait. Nous regardions tous par les fenêtres, espérant voir de petites silhouettes suivant le bus. Mais nous n'avons rien vu. Une fois sortis de la réserve, la sensation d'être observés a disparu. Quand nous sommes arrivés à l'école, nos parents nous attendaient, inquiets parce que nous arrivions en retard. Les professeurs leur ont dit qu'il y avait eu des complications logistiques, mais que nous allions tous bien. Mais nous n'allions pas bien, surtout Miguel. Dans les jours suivants, Miguel se détériora. Il cessa de manger, il cessa de dormir. Il ne faisait que s'asseoir à regarder par la fenêtre, murmurant sur les enfants qui l'appelaient encore. Ses parents l'emmenèrent chez des médecins, des psychologues, des psychiatres. Personne ne pouvait l'aider. Un mois après le camp, Miguel a disparu. Il est sorti de chez lui au milieu de la nuit et n'est jamais revenu. La police a cherché pendant des semaines. Ils ont finalement trouvé ses vêtements près de l'entrée de la même réserve où nous avions campé. Mais il n'a jamais été retrouvé. Je savais ce qui s'était passé. Il était revenu. Les voix l'avaient enfin convaincu. Il était revenu jouer avec les enfants de la forêt. Andrea et Fernanda ont également été affectés. Andrea a développé une phobie sévère des espaces ouverts, en particulier des zones avec des arbres. Fernanda a commencé à avoir des cauchemars constants sur des enfants qui la poursuivaient. Le reste d'entre nous a porté le traumatisme de différentes manières. Daniela a déménagé dans une autre ville et a coupé tout contact avec tous ceux qui étaient au camp. Carlos est devenu obsédé par l'étude du phénomène, cherchant des explications scientifiques ou historiques. Moi, j'essaie simplement d'oublier, mais je ne peux pas oublier complètement. Parce que parfois, surtout lors des nuits silencieuses, je peux les entendre. Faibles, lointains, mais là, les rires, les chants, et mon nom murmuré comme une invitation. J'ai enquêté sur les enfants disparus que M. Valdez avait mentionnés. J'ai trouvé des références dans des archives de vieux journaux. En 1957, 20 enfants d'une communauté rurale ont disparu au cours d'une semaine. Un par un, ils sortaient la nuit et ne revenaient jamais. Les recherches n'ont rien trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose. Ce n'était pas le seul incident. Tous les 20 ou 30 ans depuis 1920, il y avait des rapports de disparition dans cette région. Toujours des enfants, toujours en groupe, toujours sans trace. Et les survivants, ceux qui étaient proches mais n'ont pas disparu, rapportaient tous la même chose. Des voix, des rires, des lumières dans les bois, des appels irrésistibles. C'est comme s'il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose d'ancien, quelque chose qui collectionne des enfants, ou qui se nourrit d'eux, ou qui les transforme en quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement ce que sont ces enfants que nous avons vus, s'ils sont les esprits des disparus, piégés et contraints d'attirer d'autres victimes, ou s'ils sont quelque chose de plus primordial, quelque chose qui existait avant qu'il y ait des humains dans ces forêts, quelque chose qui imite simplement la forme d'enfant parce qu'il a appris que c'est le meilleur piège. Ce que je sais, c'est qu'ils sont toujours là, en attente, jouant, chantant, cherchant de nouveaux compagnons pour leur jeu éternel. Et parfois je me demande, Miguel regrette-t-il, à un niveau conscient, piégé avec ces êtres, regrette-t-il d'avoir cédé à leurs appels? Ou est-il tellement perdu dans ce qu'ils sont maintenant qu'il ne se souvient plus de ce que c'était d'être humain? Je n'ai pas de réponse. J'ai juste des avertissements. Si jamais vous êtes dans une forêt la nuit et que vous entendez des voix d'enfants, si vous entendez des rires là où il ne devrait pas y avoir d'enfants, si vous voyez des lumières danser entre les arbres et de petites ombres jouer dans l'obscurité, ne les suivez pas. Peu importe à quel point cela semble réel, peu importe à quel point les supplications sont convaincantes, peu importe s'ils utilisent les noms de personnes que vous connaissez ou aimez. Éloignez-vous, sortez de la forêt et ne regardez pas en arrière, parce que les enfants de la forêt sont patients, ils peuvent attendre. Et s'ils réussissent à attirer votre attention, s'ils parviennent à planter cette graine de curiosité ou de compassion dans votre esprit,
Ils ne vous laisseront jamais partir complètement. Ils seront toujours là, au fond de votre conscience, chuchotant, appelant, attendant le moment où votre volonté sera suffisamment faible. Attendant que vous reveniez jouer avec eux. Pour toujours. C'était l'histoire que Thomas m'a partagée. Miguel n'a jamais été retrouvé et est officiellement toujours porté disparu. Thomas m'a dit qu'il n'est jamais retourné camper et qu'il évite complètement les forêts denses. Il dit que les voix sont devenues plus faibles au fil des ans mais n'ont jamais complètement disparu. Si jamais tu as entendu quelque chose de similaire dans une forêt, des voix ou des rires qui n'avaient pas d'explication, laisse-le dans les commentaires. Ces histoires de lieux qui piègent les gens m'intéressent profondément. Si tu as aimé ce récit, abonne-toi pour plus d'histoires chaque semaine. Prends soin de toi et souviens-toi que toutes les voix dans la forêt ne sont pas ce qu'elles semblent être. On se retrouve la prochaine fois. J'ai reçu cette histoire d'un follower nommé Matteo, qui vit dans un petit village des Andes péruviennes. Ce qu'il m'a raconté m'a laissé sans voix, et j'ai dû le relire plusieurs fois pour le comprendre complètement. Si tu as déjà hérité de quelque chose d'un membre de ta famille, qui s'est avéré être plus que ce à quoi tu t'attendais, ou si dans ta famille, il y a des histoires de sorcellerie et de malédiction que personne n'ose raconter à voix haute, fais-le moi savoir dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences qui se transmettent de génération en génération. Maintenant, prépare-toi à entendre ce qui est arrivé à Matteo lorsque sa grande-tante est décédée et lui a laissé quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Ma arrière-grand-tante Sebastiana était la personne la plus redoutée du village. Ce n'était pas parce qu'elle était cruelle ou violente, mais parce que tout le monde savait ce qu'elle était, une sorcière. Pas celles qui apparaissent dans les films avec des chapeaux pointus et des balais volants, mais une vraie sorcière, celles qui guérissent des maladies que les médecins ne peuvent expliquer, celles qui maudissent ceux qui les offensent, celles qui parlent avec des choses qui ne devraient pas avoir de voix. Elle vivait seule dans une maison éloignée du centre du village, au pied d'une montagne où personne d'autre ne voulait construire. On disait que la terre là-bas était maudite, qu'elle avait été un lieu de sacrifice à l'époque précolombienne. Mais elle avait choisi cet endroit précisément. La terre a une mémoire, disait-elle. Et la mémoire a du pouvoir. Je la visitais chaque mois. Elle était la seule dans la famille à ne pas la craindre. Ou peut-être était-elle la seule assez folle pour ne pas avoir peur d'elle. Elle m'aimait bien. Elle était directe, intelligente, et avait un sens de l'humour noir qui me faisait rire même quand ses blagues portaient sur la mort et la malchance. « Tu as le don, gamin », me disait-elle chaque fois que je la visitais. « Je peux le voir. Elle dort encore, mais elle est là. Quand je mourrai, elle se réveillera. » Je riais toujours de ça. Je ne croyais pas aux sorcelleries. Je pensais que ma tante était simplement une femme excentrique qui connaissait beaucoup de plantes médicinales et que les gens du village étaient superstitieux. Je me trompais complètement. Tante Sebastiana est morte un mardi de novembre. Elle avait 92 ans, mais elle était encore forte jusqu'au dernier jour. Elle n'est pas morte d'une maladie. Elle a simplement décidé que c'était le moment. Elle s'est couchée dans son lit, a fermé les yeux et a cessé de respirer. Comme si éteindre sa vie était aussi simple que d'éteindre une bougie. Je l'ai trouvée. Je suis allé la voir comme chaque mois, et quand je suis arrivé chez elle, la porte était entr'ouverte. Je suis entré en l'appelant. Il n'y a pas eu de réponse. Je l'ai trouvée dans son lit, les mains croisées sur la poitrine, et une expression de paix absolue sur le visage. Sur sa table de nuit, il y avait une enveloppe avec mon nom écrit dans sa calligraphie tremblante. Je l'ai ouvert avec des mains que je ne savais pas trembler jusqu'à ce moment-là. « Matteo », disait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne pleure pas pour moi. J'ai vécu plus longtemps que ce que je méritais de toute façon. Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que je ne t'ai jamais dites parce que tu n'étais pas prêt. Maintenant, tu dois l'être, car il n'y a personne d'autre. Tout ce que je possède t'appartient. La maison, les livres, les instruments. Et le plus important, l'engagement. Notre famille a maintenu un engagement pendant 7 générations. J'ai été la gardienne à mon époque. Maintenant, c'est ton tour. Dans ma chambre, sous les planches du sol près de la fenêtre, tu trouveras une boîte en métal. Elle est scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira maintenant avec le tien. Tout ce que tu dois savoir est à l'intérieur. Lis-le entièrement avant de décider quoi faire. Mais je te préviens,
Une fois que tu ouvriras cette boîte, une fois que tu liras ce qu'il y a dedans, tu ne pourras plus redevenir celui que tu étais. La connaissance change. Le pouvoir corrompt ou élève, selon celui qui le porte. Je fais confiance à ton bon choix. Je t'aimais comme le fils que je n'ai jamais eu. Pardonne-moi de t'avoir laissé ce fardeau. Avec amour, Sebastiana. Je suis resté assis sur la chaise à côté de son lit pendant ce qui a semblé des heures, lisant et relisant cette lettre. Une partie de moi voulait l'ignorer. Appeler les autorités, organiser les funérailles, vendre la maison et tout oublier. Mais la curiosité est une chose puissante. Et les derniers mots de ma grande-tante n'étaient pas quelque chose que je pouvais facilement ignorer. Je suis allé dans sa chambre. C'était simple. Un lit, une armoire, une vieille commode et une fenêtre donnant sur la montagne. J'ai déplacé le petit tapis près de la fenêtre et examiné les planches du sol. L'une d'elles portait de petites marques sur les bords, comme si elle avait été soulevée plusieurs fois. Je l'ai sortie prudemment. En dessous, il y avait un espace vide, et à l'intérieur de cet espace, une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures. Elle était recouverte de symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Certains semblaient quechua, d'autres semblaient beaucoup plus anciens. Je l'ai sortie et l'ai posée sur le lit. Il y avait un petit trou dans la serrure, mais pas pour une clé. C'était plutôt une aiguille, scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira avec la tienne. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé une aiguille dans la boîte à couture de ma tante. J'ai respiré profondément et me suis piqué le doigt index. Une goutte de sang a coulé, rouge et brillante. Je l'ai laissé tomber sur le trou de la serrure. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis le sang a été absorbé par le métal comme de l'eau dans la terre sèche. Les symboles sur la boîte ont commencé à briller d'une lumière tamisée, rougeâtre. Et j'ai entendu un clic. La boîte était ouverte. Dedans, il y avait 3 choses. Un livre épais, avec des couvertures en cuir craquelé, un couteau cérémonial, avec une poignée en os sculptée, et un collier fait de pierres noires polies enfilé sur un cordon en cuir. J'ai pris le livre en premier. Les pages étaient en papier épais, jauni par le temps. La première page portait un titre écrit en ancien espagnol, Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la séptima. J'ai tourné les pages. C'était un journal, ou plutôt, plusieurs journaux écrits par différentes mains au fil des décennies, peut-être des siècles. La première entrée était datée de 1743. Moi, Sébastien Huaman, écris ceci pour que ma descendance connaisse la vérité de notre charge. En cette année du Seigneur 1743, alors que je travaillais la terre qui m'a été héritée par mon père, j'ai découvert une entrée, une grotte qui ne devrait pas être là. Je suis entré, poussé par la curiosité. J'ai découvert que la grotte n'était pas naturelle, c'était une construction, ancienne, antérieure aux Incas, même antérieure au peuple que nous connaissons. Au fond de cette grotte, j'ai trouvé une porte, en pierre noire, couverte de symboles qui semblaient en bouger quand je ne les regardais pas directement. Et derrière cette porte, j'ai entendu des voix, des murmures, des promesses. J'ai eu peur. J'ai commencé à sortir. Mais alors, l'un des murmures a dit mon nom. Il m'a appelé. Il m'a offert un marché. Pouvoir, dit la voix. Connaissance, protection pour ma famille. Tout ce que je devais faire, c'était garder la porte fermée, m'assurer qu'elle reste scellée, effectuer un rituel chaque pleine lune pour renforcer le sceau. En échange, ma famille prospérerait. Nous aurions de la longévité, la santé et le don de voir au-delà du voile entre les mondes. J'ai accepté. Que Dieu me pardonne, j'ai accepté. Et à ce moment-là, la porte a tremblé. J'ai senti quelque chose passer d'elle vers moi. Une connaissance que je n'avais pas eue quelques secondes auparavant. Recette, rituel, parole de pouvoir, tout coulant dans mon esprit comme de l'eau. Quand je suis sorti de la grotte ce jour-là, je n'étais plus le même homme. Je continuais à lire, entrée après entrée, génération après génération. Chaque gardien racontait la même histoire avec des variations. Tous découvraient la grotte. Tous entendaient les murmures. Tous acceptaient le pacte. Et tous menaient des vies longues remplies de pouvoir, mais aussi d'isolement. Parce que le pouvoir effrayait les autres. La connaissance les séparait des gens normaux. La dernière entrée était celle de ma tante Sebastiana, datée à peine d'1 semaine avant sa mort. JPT. J'ai été la gardienne pendant 67 ans. J'ai maintenu le sceau fort. J'ai effectué les rituels sans faute. Et j'ai senti,
au cours de ces dernières décennies, que ce qui se trouve derrière la porte devient plus inquiet, plus affamé. Les murmures sont plus forts maintenant. Ils m'appellent plus fréquemment. Ils me demandent d'ouvrir la porte. Ils promettent des merveilles si je ne la laisse entrebâiller qu'un peu. Mais je connais la vérité que tous les gardiens précédents ont connue. Ce qui se trouve derrière cette porte ne doit jamais sortir. Matteo sera le prochain. Il est jeune, fort, et il a le don endormi dans son sang. Il s'éveillera quand je mourrai et qu'il acceptera la charge. J'espère seulement qu'il sera plus fort que moi, qu'il pourra maintenir le sceau pendant encore 60 ans ou plus. Car si le sceau échoue, si la porte s'ouvre, je ne sais pas ce qui en sortira. Les anciens gardiens ont écrit des avertissements. Ils ont parlé d'ombres qui marchent, de faim qui ne se rassasie jamais, d'un vide qui consume. Je ne peux pas permettre que cela arrive tant que je suis en vie. Et quand je mourrai, je fais confiance à Matteo pour ne pas le permettre non plus. Que la montagne nous protège tous. Je fermai le livre avec des mains tremblantes. Cela ne pouvait pas être réel. C'était un délire. La fantaisie d'une vieille solitaire qui avait perdu contact avec la réalité. Mais alors je me suis souvenu de la lueur des symboles dans la boîte, la façon dont ils ont absorbé mon sang. Et je me suis souvenu de quelque chose d'autre. Chaque gardien de la ligne avait vécu plus de 90 ans. Tous, à une époque où l'espérance de vie était bien plus courte. Et ma tante Sébastiana n'avait jamais été malade. Jamais, même pas un rhume. Jusqu'au jour où elle a décidé de mourir. J'ai regardé le couteau cérémonial et le collier qui étaient encore dans la boîte. Je ne les ai pas touchés. Pas encore. J'ai organisé les funérailles de ma tante. Peu de gens sont venus. Quelques voisins qui la respectaient pour ses guérisons. Certains qui venaient plus par peur que par respect, s'assurant qu'elle était vraiment morte. Le prêtre du village a refusé de célébrer la cérémonie, alors nous avons eu une simple cérémonie au cimetière. Pendant toute la cérémonie funéraire, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une pression à la base de mon crâne, comme si quelque chose essayait d'entrer dans ma tête. Et des murmures, si faibles que je n'étais pas sûr qu'ils soient réels ou imaginés. Gardien, nouveau gardien, viens, connais, accepte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les murmures ont continué, plus forts dans l'obscurité, plus insistants. Au lever du soleil, j'ai pris une décision. Je devais voir. Je devais savoir si tout cela était réel ou si je perdais la raison comme apparemment tout le monde dans ma famille avait perdu la sienne. Je suis retourné chez ma tante. J'ai cherché dans ses notes, dans les marges du livre, toute indication sur l'emplacement de la grotte. J'ai trouvé une carte dessinée à la main, simple mais claire. La grotte était à 2 kilomètres de la maison, en montant la montagne, cachée derrière un groupe de rochers, formant une configuration particulière. J'ai pris le couteau et le collier dans la boîte. Je ne savais pas pourquoi. Instinct, je suppose. Ou peut-être que les murmures me guidaient déjà. La randonnée a été difficile. Le terrain était rocheux et escarpé. Mais après 1 heure, j'ai trouvé la formation rocheuse décrite sur la carte. Et derrière elle, cachée parmi la végétation dense, se trouvait l'entrée. Elle était petite. Je devrais me baisser pour entrer. L'entrée était couverte de vignes qui semblaient avoir poussé là intentionnellement, la cachant de quiconque passerait à proximité. Je les ai écartées et je suis entré. L'air à l'intérieur était froid, bien plus froid que ce qu'il aurait dû être. Mon souffle se condensait en nuages blancs devant mon visage. J'ai sorti mon téléphone et utilisé la lampe de poche pour éclairer le chemin. Le tunnel descendait à un angle constant. Les murs n'étaient pas naturels. Ils étaient couverts de sculptures. Des figures humaines. Des figures qui n'étaient pas humaines. Des scènes de rituels. Et partout, les mêmes symboles que j'avais vus dans la boîte en métal. Je marchais pendant ce qui semblait être des kilomètres, mais qui étaient probablement seulement quelques centaines de mètres. Le tunnel s'est finalement ouvert dans une grande chambre. Et là, au fond de la chambre, se trouvait la porte. C'était exactement comme l'avait décrit le premier gardien, fait de pierres noires qui semblaient absorber la lumière de ma lampe de poche, couvert de symboles qui, lorsque je les regardais directement, étaient immobiles, mais qui dans ma vision périphérique semblaient se tordre et changer. La porte n'avait pas de poignée. Elle n'avait pas de serrure visible. C'était simplement une dalle rectangulaire incrustée dans le mur de roche de la chambre. Mais autour d'elle, gravée dans la roche elle-même,
Il y avait des symboles de contention, cercles dans des cercles, motifs géométriques complexes, et des taches sombres qui semblaient très anciennes, mais que je reconnaissais pour ce qu'elles étaient, du sang. Les murmures ici étaient assourdissants, pas en volume, mais en clarté. Je pouvais distinguer plusieurs voix, des dizaines peut-être, toutes parlant en même temps. « Gardien, tu es arrivé. Enfin, ouvre, libère, permets. Fin, si longtemps enfermé. Ouvre, pouvoir, nous te donnerons le pouvoir. Connaissance infinie, ouvre seulement. » Elle a menti. Sébastiana a menti. Il n'y a pas de danger, seulement la liberté. Ouvre. Je me suis approché de la porte. J'ai tendu la main sans réfléchir. Mes doigts étaient à quelques centimètres de toucher la surface noire. Et puis j'ai entendu une autre voix. C'était différent, plus clair, plus proche. C'était la voix de ma tante Sébastiana. « No !» Je me suis figé. J'ai tourné la tête en cherchant la source de la voix. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. « Ne le touche pas, Matteo. Pas encore. Pas sans comprendre. » Tante, chuchotait. « Je ne suis pas vraiment ici. C'est un écho. J'ai laissé une partie de mon énergie ici, attachée au symbole de protection, pour pouvoir guider le prochain gardien. À toi. » J'ai abaissé ma main lentement. « Qu'est-ce que cet endroit? Qu'y a-t-il derrière la porte ?»« Quelque chose d'ancien, » répondit l'écho de ma tante. « Quelque chose d'avant le temps. Les peuples qui vivaient ici avant les Incas l'ont trouvé. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont scellé. Parce qu'ils ont compris que s'ils le laissaient libre, ils dévoreraient tout. Ce n'est pas mauvais dans le sens que nous comprenons la méchanceté. C'est la faim pure. Un vide qui cherche à se remplir en consommant l'existence même. » Les murmures devinrent plus frénétiques, essayant d'étouffer la voix de ma tante. « Mensonge, mensonge. Nous sommes la connaissance. Nous sommes le pouvoir. Nous sommes la liberté. Ne les écoute pas, » avertit l'écho de Sébastiana. « Ils mentiront, ils offriront, ils promettront, mais tout n'est que tromperie. Notre lignée a maintenu cette porte fermée pendant 7 générations parce que nous connaissons la vérité. L'un des premiers gardiens, le 3e je crois, a affaibli le sceau intentionnellement. Il voulait voir ce qui se passerait, il voulait tester le pouvoir promis. Que s'est-il passé, demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas savoir. Une fissure s'est ouverte, juste une fissure de la largeur d'un doigt, et quelque chose en est sorti. Une ombre, petite au début, mais elle a grandi, elle s'est nourrie. Elle a tué 17 personnes dans le village avant que le gardien ne puisse la refermer. Il a mis 3 mois à effectuer le rituel de confinement. Et ces 17 personnes ne sont pas seulement mortes. Elles ont cessé d'exister. Leurs familles les ont oubliées. Il n'y a pas eu de tombe, pas de deuil. Simplement, elles ont cessé d'être. Je sentis mon sang se glacer plus que par le froid de la grotte. Et que dois-je faire? Garder le sceau. Comme je l'ai fait, comme tous les gardiens l'ont fait. À chaque pleine lune, tu dois venir ici. Tu dois couper ta paume avec le couteau cérémoniel. Tu dois laisser ton sang couler sur les symboles de contention. Et tu dois réciter les mots de pouvoir qui vivent maintenant dans ton esprit. J'avais raison. Je pouvais sentir les mots. Dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je pouvais d'une certaine manière lire dans mon esprit comme s'ils avaient toujours été là. Le collier, poursuivit la voix de ma tante, te protège de l'influence directe de ce qui se trouve derrière la porte. Porte-le toujours quand tu viens ici. Sans lui, les murmures peuvent te rendre fou. Ils peuvent te faire croire que ouvrir est la bonne chose à faire. J'ai sorti le collier de ma poche et je l'ai mis. Au moment où il a touché ma poitrine, les murmures se sont partiellement tus. Je pouvais encore les entendre, mais ils étaient maintenant lointains, moins convaincants. « Et si je refuse ?» demandai-je. « Et si je pars simplement et ne reviens jamais ?» Le silence qui a suivi était lourd. Alors le sceau s'affaiblira. Sans le sang d'un gardien pour le renforcer chaque mois, les symboles perdront leur pouvoir. Cela prendrait du temps, peut-être des années. Mais finalement, la porte s'ouvrirait toute seule, et personne ne serait là pour contenir ce qui en sortirait. Pourquoi moi? Pourquoi notre famille? Parce que le premier gardien a accepté. Et avec son acceptation, il a lié sa lignée au pacte. Seul notre sang peut maintenir le sceau. Seul notre sang est reconnu par les anciens symboles. Si tu voulais transférer cette charge à un autre, tu devrais rompre la ligne. Et rompre la ligne signifierait rompre le sceau. C'était un piège parfait.
Une prison héréditaire. Désolé, Matteo, dit l'écho de ma tante, sa voix s'estompant. Je suis désolé que cela tombe sur toi. Mais il n'y a personne d'autre. Tu es le dernier de notre lignée. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et puis sa voix a complètement disparu. Je suis resté seul dans la chambre. Seulement moi, la porte noire, et les murmures qui promettaient du pouvoir si seulement je l'ouvrais. J'ai regardé le couteau dans ma main. J'ai regardé les symboles de contention autour de la porte. Et j'ai pris ma décision. Je me suis coupé la paume. Pas profondément, mais suffisamment pour que le sang coule. J'ai marché autour de la porte, laissant tomber des gouttes de sang sur chaque symbole de contention en séquence. Pendant que je le faisais, je récitais les mots de pouvoir qui vivaient maintenant dans mon esprit. Des mots qui n'étaient ni en espagnol, ni en quechua, ni dans aucune langue que j'avais entendue. Mais ma bouche les formait parfaitement, comme si je savais comment les prononcer depuis ma naissance. Les symboles ont commencé à briller, d'un rouge intense qui illuminait toute la chambre. La porte a tremblé. Les murmures sont devenus des cris de colère et de frustration. Non, traître, gardien inutile, tu regretteras. Quand tu faibliras enfin, quand tu échoueras enfin, tu seras le premier à être consumé. Mais j'ai continué. J'ai complété le cercle. J'ai terminé les mots. Et l'éclat s'intensifia tellement que j'ai dû fermer les yeux. J'ai ressenti une vague d'énergie traverser mon corps, depuis mon sang versé vers les symboles, des symboles vers la porte, renforçant le sceau. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était silencieux. Les murmures avaient cessé. Les symboles brillaient doucement d'une lumière rougeâtre qui s'estompa lentement. Et la porte semblait plus solide d'une certaine manière, plus réelle, plus permanente. Le rituel était terminé. Je suis sorti de la grotte avec les jambes tremblantes. La lumière du jour m'a aveuglé après l'obscurité intérieure. Je me suis assis sur une roche et j'ai enveloppé ma paume saignante avec un mouchoir. À ce moment-là, j'ai ressenti le changement, le don dont ma tante avait parlé. Soudain, je pouvais voir des choses que je ne voyais pas auparavant. Des auras autour des êtres vivants, des énergies dans l'air, et je pouvais sentir la porte, toujours, comme une présence constante en marge de ma conscience. Je savais exactement à quel point le sceau était fort. Je pouvais sentir quand il faiblissait. C'était le gardien maintenant, dans mon sang, dans mon esprit, dans mon destin. 3 ans se sont écoulés depuis lors. À chaque pleine lune, je monte la montagne. J'entre dans la grotte. Je réalise le rituel. Et les murmures sont toujours là, essayant de me tenter, m'offrant, me promettant. Mais je garde le sceau fort. J'ai appris davantage sur le don. Je peux guérir des maladies mineures maintenant. Je peux voir quand quelqu'un ment. Je peux sentir le danger avant qu'il n'arrive. Les mêmes compétences qui rendaient ma tante redoutée et respectée. Mais je porte aussi l'isolement. Les gens peuvent sentir que je suis différent. Ils m'évitent. Ils murmurent quand je passe. Certains viennent me demander de l'aide en secret, mais aucun ne veut être mon ami. Et chaque nuit, avant de dormir, je sens la porte, là-haut dans la montagne. En attente, les murmures arrivent dans mes rêves maintenant, plus subtils, plus patients. Finalement, tu te lasseras. Finalement, tu échoueras. Et quand cela arrivera, nous serons libres. Parfois, je me demande combien de temps je pourrais faire cela. Ma tante l'a fait pendant 67 ans. Son prédécesseur pendant 53. Combien de temps me reste-t-il? 30 ans? 40? 60? Et que se passera-t-il lorsque je mourrai? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de frère. Je suis le dernier de la lignée de sang de Sébastien Ouaman, le premier gardien. Quand je partirai, il n'y aura plus personne. Le sceau échouera. La porte s'ouvrira. Et ce qui se trouve derrière sera enfin libre. Parfois, dans mes moments les plus sombres, j'envisage simplement de tout arrêter, ouvrir la porte moi-même, affronter ce qui en sortira. Peut-être pourrais-je le détruire. Peut-être pourrais-je mettre fin à ce fardeau pour toujours. Mais alors je me souviens des paroles du 3e gardien. 17 personnes consumées en 3 mois. Et ce n'était qu'une petite fissure, si j'ouvrais complètement la porte. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Alors je continue, lune après lune, mois après mois, année après année. Je suis Matteo Ouaman, 7e gardien de la lignée,
gardien du sceau, protecteur de la porte qui ne doit pas s'ouvrir. Et c'est mon fardeau jusqu'au jour où je mourrai. Après cela, que Dieu aide tout le monde, car personne d'autre ne pourra. Voici l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il me dit qu'il monte encore chaque pleine lune pour effectuer le rituel, que le sceau reste fort, mais que le poids de savoir qu'il est le dernier de sa lignée le consume lentement. Si dans ta famille, il y a des histoires de charges héritées, de pactes anciens que quelqu'un doit maintenir, ou de secrets qui se transmettent de génération en génération, j'aimerais les connaître. Écris-les dans les commentaires. Parfois, partager le poids facilite sa gestion. Prends soin de toi et rappelle-toi que certains héritages viennent avec des responsabilités que nous n'avons jamais imaginées. On se parle bientôt. Abonné de la chaîne m'a partagé ce récit il y a quelques semaines. Il préfère que je l'appelle simplement Daniel, et il vit à Mexico. Ce qu'il m'a raconté sur l'année passée dans un certain appartement m'a laissé complètement perturbé. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu sentais que quelque chose n'allait pas, où l'atmosphère elle-même semblait chargée de quelque chose d'obscur, raconte-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont certains espaces semblent retenir des énergies ou des présences que nous ne pouvons pas expliquer. Voici maintenant l'histoire de Daniel et de l'appartement dans lequel elle, n'aurait jamais dû emménager. Un endroit où chaque nuit apportait quelque chose de nouveau, quelque chose de pire, jusqu'à ce elle comprenne enfin la terrible vérité. Je m'appelle Daniel et je dois raconter cela parce que si je ne le fais pas, je sens que je vais devenir fou folle. Ce que j'ai vécu dans cet appartement a changé ma façon de voir le monde, a changé ma façon de dormir, a changé qui je suis. Cela s'est passé il y a 2 ans. J'avais 26 ans et je venais de décrocher un emploi décent dans une entreprise de marketing à Mexico. Je vivais avec mes parents à Naucalpan, mais le trajet jusqu'au travail durait presque 2 heures chaque jour. J'en avais assez de perdre 4 heures par jour dans la circulation, alors j'ai décidé de chercher un endroit où vivre seul, près de mon travail dans la Colonia Condesa. Le problème était mon budget. La Condesa n'est pas bon marché, et avec mon salaire d'entrée, je ne pouvais me permettre que quelque chose de très basique. J'ai cherché pendant des semaines sans trouver rien que je puisse payer. Puis j'ai trouvé l'annonce dans un groupe Facebook. Appartement en location Condesa, 4500 pesos par mois. Une chambre, salle de bain complète, cuisine intégrée, 4e étage, disponible immédiatement. Le prix était ridiculement bas pour la zone, pratiquement la moitié de ce que coûtaient d'autres endroits similaires. Je pensais qu'il devait y avoir un défaut grave, mais j'ai décidé de le voir quand même. Le bâtiment se trouvait dans une rue calme, bordée d'arbres. Magnifique. C'était un immeuble art déco des années 40, bien entretenu de l'extérieur. Le propriétaire, un monsieur d'une 60aine d'années nommé Don Ernesto, m'a accueilli à l'entrée. « Tu viens pour l'appartement du 4e étage ?» a-t-il demandé avec une expression étrange. Ce n'était pas exactement désagréable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une mise en garde silencieuse que je n'ai pas su lire à ce moment-là. « Oui, monsieur. J'ai vu l'annonce. Suivez-moi. » Nous montâmes les escaliers. L'immeuble était calme. J'entendais la télévision dans certains appartements, des enfants jouant dans d'autres. Normal, ordinaire. Mais quand nous sommes arrivés au 4e étage, l'atmosphère a changé. Je ne sais pas comment l'expliquer. L'air semblait plus lourd, plus froid. Le couloir était plus sombre que les autres, bien qu'il ait les mêmes fenêtres. Il y avait 4 portes à cet étage. Don Ernesto s'est dirigé vers la dernière, celle du fond. Appartement 4D. C'est ici, dit-il, en sortant les clés. Les autres appartements de cet étage sont-ils occupés ? Ai-je demandé. Non, ils sont vides. Pour l'instant. Il a ouvert la porte. L'appartement était petit mais fonctionnel. Un salon-salle à manger avec une cuisine intégrée, une chambre avec un placard encastré, une salle de bain complète. Il était meublé de façon basique. Un lit, un vieux canapé, une petite table, quelques étagères. Les murs étaient peints en blanc, bien que la peinture semble usée à certains endroits. J'avais une grande fenêtre dans le salon donnant sur la rue, avec une bonne lumière naturelle. La chambre avait une fenêtre plus petite, donnant sur une cour intérieure. « Pourquoi c'est si bon marché ?» ai-je demandé directement.
Don Ernesto a soupiré. Je vais être honnête avec toi parce que tu as l'air d'un bon garçon. Cet appartement a eu des problèmes pour garder des locataires. Les gens déménagent rapidement. 1 mois, 2 mois au maximum. Ils disent qu'ils entendent des choses, qu'ils se sentent mal à l'aise. Quel genre de choses entendent-ils? Des bruits, des pas, des voix, les plaintes habituelles. Je n'ai jamais rien expérimenté et je suis souvent entré pour faire des réparations. Je pense que ce n'est que l'imagination des gens, ou les vieilles tuyaux. Cet immeuble a 80 ans. Il fait du bruit. Mais les gens ont peur facilement. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû écouter l'avertissement. Mais j'étais sceptique. Je ne croyais pas aux fantômes. Et j'avais désespérément besoin d'un endroit près du travail que je pouvais me permettre. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Ai-je demandé. Don Ernesto hésita. Il y a de nombreuses années, dans les années 60, il y a eu un incident dans cet appartement. Un homme a tué sa femme ici, et puis il s'est suicidé. Mais cela remonte à plus de 50 ans. Je ne pense pas que cela ait de pertinence aujourd'hui. Un meurtre-suicide, bien sûr. Typique des appartements bon marché avec des histoires. Mais j'étais jeune, arrogant, rationnel. On n'allait pas m'effrayer avec de vieilles histoires. Je prends, ai-je dit. Don Ernesto acquiesça, bien que j'ai vu un éclat de quelque chose dans ses yeux. De la peine? De l'inquiétude? Très bien. J'ai besoin d'1 mois de dépôt et du premier mois à payer d'avance. Pas de contrat à long terme, mois par mois. Tu peux partir quand tu veux. Nous avons signé l'accord le jour même. J'ai déménagé 1 semaine plus tard. Les 3 premiers jours ont été complètement normaux. J'ai installé mes vêtements, mes affaires. J'ai fait de l'appartement mon chez-moi. J'ai bien dormi. Je n'ai rien entendu d'étrange. J'ai commencé à penser que Don Ernesto avait raison, que les gens étaient simplement superstitieux. La 4e nuit, j'ai entendu le premier bruit. Il était passé minuit. J'étais au lit, presque endormi, quand j'ai entendu quelque chose venant du salon. Comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Un son râpeux, lent. Scrap, scrap, scrap. Je me suis assis sur le lit, maintenant complètement réveillé. Le son continuait. Mon cœur battait vite. J'ai pris mon téléphone et activé la lampe de poche. Je suis sorti lentement de la chambre et j'ai éclairé le salon. Il n'y avait rien, absolument rien. Le canapé était à sa place. La table ne s'était pas déplacée. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Le son s'est arrêté au moment où je suis entré dans le salon. Probablement les voisins, pensais-je. Bien que je me sois souvenu que les autres appartements du 4e étage étaient vides, peut-être quelqu'un du 3e étage. Je suis retourné au lit et j'ai essayé de dormir, mais le son est revenu 1 heure plus tard. Même son, même durée, et il s'est arrêté au moment où j'ai allumé la lumière. Cela a duré 1 semaine, chaque nuit, toujours après minuit, toujours le même son de quelque chose qui traîne, et il s'arrêtait toujours quand j'allais enquêter. Mais je pouvais vivre avec ça. C'était ennuyeux, mais tolérable. Ce n'était rien comparé à ce qui est venu après. La 2e semaine, les sons ont changé. Ce n'était plus seulement quelque chose qui traîne. Maintenant, j'entendais des pas. Clairs, distincts. Quelqu'un marchant dans le salon quand j'étais dans la chambre. Ou marchant dans la chambre quand j'étais dans le salon. Et le plus perturbant, les pas s'arrêtaient juste devant les portes. Je pouvais les entendre s'approcher de plus en plus près, jusqu'à s'arrêter juste de l'autre côté de la porte. Comme si quelqu'un se tenait là, à écouter, à attendre. Une nuit, j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte en la frappant lorsque les pas se sont arrêtés devant. Il n'y avait personne, mais l'air de l'autre côté était glacé, tellement froid que je pouvais voir mon propre souffle. Et il y avait une odeur douceâtre et pourrie, comme des fleurs fanées mêlées à quelque chose de mort. L'odeur a disparu après quelques secondes et la température est revenue à la normale. J'ai commencé à dormir avec les lumières allumées et avec de la musique ou des podcasts jouant sur mon téléphone. N'importe quoi pour remplir le silence. Parce que le silence, c'était quand j'entendais les choses. La 3e semaine, j'ai vu la première ombre. J'étais dans la salle, en train de regarder la télévision vers 11h du soir quand quelque chose est passé devant l'écran. Une ombre. La forme d'une personne marchant entre moi et la télévision. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai éteint la télévision et je suis resté complètement immobile, à écouter.
Rien. Silence total. Puis je l'ai aperçu du coin de l'œil, dans le couloir qui reliait le salon à la chambre, une silhouette sombre, debout, immobile, juste là, me regardant. J'ai tourné la tête pour la voir directement et elle a disparu. Ma respiration était rapide, superficielle. J'ai pris mon téléphone, prêt à appeler quelqu'un. Mais à qui? À la police? Et leur dire quoi? Que j'ai vu une ombre. Je me suis forcé à marcher vers la chambre. Je devais passer par ce couloir. Chaque pas était une agonie. Chaque cellule de mon corps criait de courir dans la direction opposée. Mais je suis arrivé à la chambre. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée avec le verrou, et me suis glissé sous la couverture comme un enfant effrayé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, avec la lumière du jour filtrant par les fenêtres, tout semblait absurde, ridicule. Je laissais mon imagination me contrôler. J'avais besoin d'être rationnel, mais la rationalité n'explique pas ce qui s'est passé la 4e semaine. Je suis rentré chez moi après le travail, fatigué, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Tous les meubles du salon avaient été déplacés. Le canapé, qui était contre le mur, était maintenant au centre de la pièce. La table avait été déplacée dans le coin. Les étagères étaient retournées vers le mur. Et au centre du sol, soigneusement disposés, il y avait des objets de ma chambre. Mes vêtements, mes livres, mes photos de famille, tout formant un cercle parfait. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone pour prendre des photos. Une preuve. J'avais besoin de preuves que cela se passait vraiment. J'ai appelé Don Ernesto. Don Ernesto, quelqu'un est entré dans mon appartement. Tout a été déplacé. Vous avez une autre clé? Avez-vous laissé entrer quelqu'un? Quoi? Non, Daniel. Personne n'a de clé sauf toi et moi. Et je n'ai pas été près de l'immeuble depuis 2 jours. Tu es sûr? Je le regarde en ce moment même. Quelqu'un a déplacé mes affaires. Il y eut une longue pause. Daniel. Peut-être est-il temps que tu envisages de déménager. Quoi? Non, j'ai besoin que tu viennes ici. J'ai besoin que tu changes la serrure. Quelqu'un a accès à mon appartement. Je changerai la serrure demain. Mais Daniel, écoute-moi. Cet appartement, il y a quelque chose de mauvais. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai vu trop de locataires partir effrayés. Tu as l'air d'un bon garçon. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Une autre pause. Le dernier locataire avant toi est resté 6 semaines. Quand il est parti, il était différent, maigre, effrayé. Il a dit que quelque chose dans l'appartement essayait de communiquer avec lui. Que chaque nuit, les choses empiraient. Qu'il sentait que quelque chose voulait qu'il fasse quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Il a déménagé et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mais sa famille est venue récupérer ses affaires parce qu'il ne voulait même pas revenir pour ça. Cette nuit-là, je ne suis pas resté dans l'appartement. Je suis allé dans un hôtel bon marché près de mon bureau. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de décider quoi faire. Je pouvais déménager, perdre le dépôt, le mois payé d'avance, chercher un autre endroit. Où je pouvais rester, affronter ce qui se passait. J'ai décidé de rester, je ne sais toujours pas pourquoi. Peut-être par orgueil ou par stupidité. Probablement les deux. Le lendemain, M. Ernesto a changé la serrure. Nouvelle serrure. Nouvelle clé. Juste 2 copies, une pour moi, une pour lui. Je me suis senti un peu mieux, plus en sécurité. Mais cette nuit-là, en rentrant chez moi, tous les meubles avaient été déplacés encore une fois, exactement de la même manière. Cercle d'objets au centre, tout identique à la veille. La nouvelle serrure n'avait servi à rien. Ce fut la nuit où j'ai décidé d'enquêter. J'ai cherché sur Internet à propos de l'immeuble, de l'appartement 4D, du meurtre-suicide des années 60. J'ai trouvé un article de journal de 1967. L'histoire était pire que ce que Don Ernesto m'avait raconté. Roberto Salazar, âgé de 32 ans, avait tué sa femme Marina dans l'appartement 4D. Mais il n'avait pas été rapide. Selon l'article, il l'avait maintenue captive pendant 3 jours, la torturant psychologiquement, la déplaçant d'une pièce à l'autre, l'obligeant à participer à des rituels que l'article ne précisait pas. Les voisins avaient entendu des cris, mais avaient supposé qu'il s'agissait d'une dispute conjugale. Personne n'avait appelé la police. Personne n'était intervenu. Au 4e jour, Roberto l'avait étranglé. Puis il s'était pendu à la poutre du plafond du salon. Ils l'ont trouvé une semaine plus tard lorsque les voisins ont remarqué l'odeur.
Mais il y avait quelque chose de plus dans l'article. Un détail qui m'a fait vomir. Roberto avait laissé une note. Une seule ligne écrite avec son propre sang sur le mur de la pièce. Maintenant je comprends. Maintenant je suis libre. Ceux qui viendront après comprendront aussi. Que signifia cela? Comprendre quoi? Ce soir-là, j'ai décidé de rester éveillé. Complètement éveillé. Je voulais voir ce qui se passait. Je voulais affronter ce qu'il y avait dans cet appartement. Je me suis assis sur le canapé avec toutes les lumières allumées. Un café dans une main, mon téléphone enregistrant une vidéo dans l'autre. Minuit est passé sans incident. 1h du matin. 2h. À 3h du matin, les lumières ont commencé à clignoter. Allumées. Éteintes. Allumées. Éteintes. Et puis, elles se sont toutes éteintes en même temps. Obscurité totale. Mon téléphone est mort. Alors qu'il avait une batterie pleine, il s'est simplement éteint. Et dans l'obscurité, j'ai entendu une voix. Elle ne venait d'aucune direction précise. C'était comme si elle venait de partout en même temps, ou de l'intérieur de ma propre tête. C'était une voix masculine, tranquille, presque amicale. Enfin, tu es prêt à écouter. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge était fermée par la peur. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu as peur. Tout le monde a peur au début. Mais la peur passe. Et puis vient la compréhension. Qu'es-tu? Ai-je réussi à demander d'une voix tremblante. J'étais Roberto, avant. Mais maintenant je suis plus que ça. Maintenant je fais partie de cet endroit. Partie de ces murs. Partie de sa mémoire. Que veux-tu de moi? Je veux que tu comprennes ce que j'ai compris. Je veux que tu vois ce que j'ai vu. Il y a des choses au-delà du voile. Des choses que la majorité ne verra jamais. Mais cet endroit, cet appartement, est mince ici. Le voile est mince. Et tu peux voir à travers. Je ne veux rien voir. Je veux juste que tu me laisses en paix. Un rire, doux, presque triste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as déjà commencé à voir les ombres, les sons, les mouvements. Chaque nuit, tu verras plus. Chaque nuit, le voile deviendra plus mince. Jusqu'à ce qu'enfin, une nuit, tu le traverses complètement. Et alors tu comprendras, comme j'ai compris. Qu'as-tu fait à ta femme? Je lui ai montré la vérité. Elle ne voulait pas la voir, elle s'est battue. Elle a crié. Mais à la fin, juste avant la fin, elle aussi l'a vu. J'ai vu dans ses yeux qu'elle avait enfin compris. Et j'ai ressenti la paix en sachant qu'elle ne mourrait pas dans l'ignorance. Tu es malade. Tu es un monstre. Je suis un messager. Et tu seras le prochain. Ou tu partiras et passeras le reste de ta vie à te demander ce qu'il y avait de l'autre côté. Le choix t'appartient. Les lumières se sont allumées brusquement. L'appartement était exactement comme avant. Mon téléphone s'est mis à vibrer, affichant 3h33 du matin. Je me suis levé du canapé, j'ai pris mon ordinateur portable, mon téléphone, mon portefeuille et mes clés. Je n'ai rien emballé d'autre. Je suis simplement sorti. Je courus dans les escaliers, sorti de l'immeuble dans la rue silencieuse à 3h du matin. Je courus jusqu'à trouver une rue plus fréquentée. Je m'assis à un arrêt de bus sous la lumière brillante d'un lampadaire jusqu'à l'aube. Je ne suis jamais retourné à l'appartement 4D. Le lendemain, j'appelai Don Ernesto et lui dis que je gardais le dépôt, mes affaires, tout. Je ne voulais rien de cet endroit. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mes affaires, j'ai perdu un mois de ma vie, mais j'ai sauvé quelque chose de plus important. J'ai sauvé ma santé mentale et peut-être ma vie, car maintenant je comprends ce qui est arrivé à Marina. Je comprends ce qui est arrivé aux anciens locataires qui ont duré peu. Et je comprends ce qui est arrivé au dernier locataire qui est parti émacié et effrayé. Cet appartement n'est pas simplement hanté, c'est un piège. Un endroit où le voile entre notre monde est quelque chose de plus et dangereusement mince. Et quelque chose de l'autre côté, Roberto, ou ce qu'il en reste, essaie de faire en sorte que les gens traversent. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne veux pas le savoir. Maintenant, je vis avec un colocataire dans un appartement normal, loin de la Condessa. Je dors avec les lumières allumées certains soirs. J'évite d'être seul dans des endroits trop silencieux. Et je ne cherche jamais des appartements suspectement bon marché.
parce que maintenant je sais que certains endroits sont bon marché pour une raison. Et cette raison, c'est que quelque chose y vit, quelque chose qui veut de la compagnie, quelque chose qui veut montrer à quelqu'un ce qu'il a vu, quelque chose qui attend patiemment que le prochain locataire arrive, le prochain qui soit assez désespéré, assez sceptique ou assez idiot pour ignorer les avertissements, comme j'ai failli l'être. Et c'est ainsi que se termine l'histoire que Daniel a partagée avec moi. Il m'a dit qu'il fait encore des cauchemars à propos de cet appartement, qu'il se réveille parfois en pensant entendre ses pas. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu avais l'impression qu'il voulait quelque chose de toi, ou si tu as dû fuir un foyer pour des raisons que d'autres ne comprendraient pas, laisse-le dans les commentaires. Tu n'es pas seul dans ces expériences. Parfois, la décision la plus courageuse est simplement de partir, sans regarder en arrière. Prends soin de toi, repose-toi bien, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Cette histoire m'a été envoyée par Camilla, une abonnée de la chaîne qui vit dans un petit village près de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Elle m'a écrit il y a quelques semaines pour me demander de raconter son expérience, et après l'avoir lue, j'ai su que je devais la partager avec vous. Si vous avez aussi vécu quelque chose de paranormal que vous ne pouvez pas expliquer, laissez-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos histoires, et je les utilise souvent pour de futures vidéos. Maintenant, préparez-vous à écouter ce qui est arrivé à Camilla lorsqu'elle a hérité de quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû apporter chez elle. Tout a commencé le jour où ma grand-mère Etelvina est morte. Elle avait 93 ans et avait vécu toute sa vie dans une vieille maison en adobe à la périphérie du village. C'était une femme étrange, de celles que les gens respectaient mais craignaient aussi un peu. Elle portait toujours du noir, ne se rendait jamais à l'église, et il y avait des rumeurs selon lesquelles elle savait des choses que les gens normaux ne devraient pas savoir. J'étais sa petite fille préférée, bien que je n'ai jamais compris pourquoi. Depuis toute petite, elle m'emmenait chez elle et m'apprenait des choses. Comment identifier des plantes médicinales, comment lire les nuages avant une tempête, comment savoir quand quelqu'un mentait rien qu'en regardant ses yeux. Mais il y avait des pièces dans sa maison auxquelles je n'avais jamais le droit d'entrer, surtout sa chambre. Lorsqu'elle est morte dans son lit, entourée seulement de bougies et avec une expression sur le visage qui ne semblait pas de paix mais d'alerte, comme si elle avait vu quelque chose juste avant de partir, la famille s'est réunie pour partager ses biens. Il n'y avait pas beaucoup de choses de valeur. De vieux meubles, des vêtements usés, des bocaux avec des herbes sèches que personne ne voulait toucher. Mais il y avait un testament, écrit à la main avec sa lettre tremblante. Il disait clairement « Le miroir de ma chambre est pour Camilla. Qu'elle en prenne soin comme je l'ai fait, qu'elle ne le casse jamais, qu'elle ne le couvre jamais complètement, qu'elle ne le regarde jamais, jamais, après 3 heures du matin. » Mes oncles et cousins se sont moqués de ces instructions. Typique de la vieille folle, ont-ils dit. Je n'ai pas ri, je connaissais ma grand-mère. Si elle a écrit cela, elle avait ses raisons. Le miroir était énorme, un ancien monstre avec un cadre en bois sculpté. Il représentait des scènes étranges, des figures qui semblaient danser autour d'un feu de camp, des visages qui n'étaient pas tout à fait humains, des symboles que je ne reconnaissais pas. Le verre était parfaitement propre mais avait une teinte légèrement bleutée, comme s'il avait été plongé dans l'eau profonde. Il pesait si lourd que j'ai dû engager 2 hommes pour le porter jusqu'à mon appartement en ville. Je l'ai accroché dans ma chambre, sur le mur en face de mon lit. Cette première nuit, juste avant de m'endormir, il m'a semblé voir un mouvement dans le reflet. Juste une seconde, comme si quelque chose était passé rapidement derrière moi. Je me suis immédiatement retourné. Il n'y avait rien. La fatigue, me suis-je dit. Le stress des funérailles. Pendant les 2 premières semaines, tout était normal. Enfin, presque normal. Parfois, je me réveillais en pleine nuit avec la sensation que quelqu'un m'observait. Et toujours, cette sensation venait du miroir. Mais quand j'ouvrais les yeux et regardais, je ne voyais que la pièce reflétée. Mon lit, mon armoire, la porte fermée. Sauf que le reflet ne correspondait pas toujours exactement à la réalité. La première fois que je l'ai remarqué, c'était un mardi. Je me maquillais devant le miroir avant d'aller au travail. J'ai levé les yeux et j'ai vu que, dans le reflet, la porte de ma chambre était entr'ouverte. Je me suis brusquement retourné. La porte était fermée. Complètement fermée. J'ai regardé de nouveau dans le miroir.
Maintenant, la porte apparaissait aussi fermée dans le reflet. J'ai cligné plusieurs fois des yeux. J'ai besoin de plus de café, ai-je pensé. Mais ces petits déséquilibres ont commencé à se produire plus fréquemment. Le reflet montrait la lampe du plafond allumée alors qu'elle était éteinte. Il montrait les rideaux ouverts alors qu'ils étaient fermés. De petits détails qui apparaissaient et disparaissaient lorsque je regardais directement. J'en ai parlé à ma meilleure amie, Daniela. Elle a ri. C'est un vieux miroir, Camille. Probablement que le verre est déformé ou qu'il a des taches étranges qui te font voir des choses. Ta grand-mère t'a laissé une relique hantée, mais seulement dans ton imagination. J'ai voulu la croire. Puis est arrivée la nuit de l'incident avec les bougies. C'était un vendredi et j'avais passé une journée horrible au travail. Je suis rentré à la maison épuisé, j'ai pris une longue douche et j'ai décidé de me détendre avec un bain chaud. J'ai allumé des bougies parfumées, mis de la musique douce et je me suis immergé dans l'eau chaude. Je suis resté là presque 1 heure, laissant le stress fondre. Lorsque je suis sorti, j'ai enroulé mes cheveux dans une serviette et je suis allé dans ma chambre. Les bougies de la salle de bain étaient toujours allumées, illuminant le couloir d'une lueur orange douce. Je suis entré dans ma chambre, encore dans l'obscurité, et j'ai cherché l'interrupteur de la lumière. Avant de l'allumer, mon regard s'est automatiquement porté sur le miroir, et je suis resté paralysé. Dans le reflet, ma chambre était remplie de bougies, des dizaines d'entre elles, peut-être des centaines. Elles couvraient chaque surface, le bureau, la table de nuit, le sol, jusqu'au bord de mon lit. Toutes allumées, toutes coulant de la cire, remplissant l'espace reflété d'une lumière jaunâtre et tremblante qui faisait danser les ombres. Mais ma vraie chambre était complètement sombre. Il n'y avait aucune bougie. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas. Je regardais simplement ce reflet impossible. Et alors, j'ai vu quelque chose de plus. Parmi toutes ces bougies reflétées, il y avait une silhouette, debout dans le coin de ma chambre. Une silhouette noire, complètement immobile, m'observant depuis le miroir. J'ai crié. Un cri aigu et terrifié qui est sorti du plus profond de ma poitrine. J'ai frappé l'interrupteur de la lumière avec autant de force que je pensais le casser. La lumière a inondé la chambre. Il n'y avait pas de bougie. Il n'y avait pas de figure. Juste ma chambre normale, vide, exactement comme je l'avais laissée. Je regardais dans le miroir avec la lumière allumée. Il montrait parfaitement ma chambre. Chaque détail correspondait. J'étais là, enveloppé dans ma serviette, les cheveux mouillés, respirant rapidement. Tout était normal, mais je savais ce que j'avais vu. Cette nuit-là, je dormis sur le canapé du salon. Je ne pouvais pas rester dans cette pièce. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette silhouette dans le coin, sombre, silencieuse, observant. Le lendemain matin, déterminé à retrouver ma raison, j'appelai un curé. Le père Mariano était le prêtre de la paroisse, où ma grand-mère obtenait occasionnellement de l'eau bénite, même si elle n'allait jamais à la messe. Il la connaissait. Je lui racontais tout. Il m'écouta en silence, hochant la tête de temps en temps, ses doigts entrelacés sur la table de ma cuisine. Quand j'eus fini, il poussa un profond soupir. « Ta grand-mère, dit lentement, n'a jamais été très dévote, mais elle a toujours respecté les forces qu'elle ne comprenait pas. Et il y avait des rumeurs, Camilla, des rumeurs selon lesquelles ton arrière-grand-père, le père d'Etelvina, avait fait des choses qu'il ne fallait pas, qu'il avait invoqué quelque chose, qu'il avait conclu un pacte. Ma peau s'est hérissée. Quel genre de pacte? Je ne sais pas avec certitude, mais ce miroir, ta grand-mère ne permettait à personne de le toucher. Elle ne l'a jamais vendu, même si on lui offrait beaucoup d'argent. Et quand j'étais jeune et que je venais lui rendre la communion à la demande de sa sœur, il était toujours couvert d'un tissu noir épais. Je lui ai demandé pourquoi une fois. Elle m'a dit « Il y a des choses qui ne doivent pas se voir elles-mêmes, père, et il y a des choses qui ne doivent pas nous voir. » J'ai avalé ma salive. Que me conseillez-vous de faire? T'en débarrasser. Le brûler si possible. Et si tu ne peux pas le brûler, l'enterrer profondément où personne ne pourra le trouver. Mais le testament de ma grand-mère était clair. Ne jamais le briser. Et quelque chose en moi, quelque chose de profond et instinctif, me disait que lui désobéir serait pire que vivre avec le miroir. Alors j'ai essayé de le couvrir. J'ai acheté un tissu noir lourd,
comme celui que ma grand-mère utilisait, et je l'ai suspendu au miroir chaque nuit avant de dormir. Ça a marché, pendant un temps. Pendant une semaine, j'ai dormi paisiblement, sans rêves étranges, sans me réveiller avec la sensation d'être observé. Le tissu noir semblait suffisant. Mais alors, lors d'une nuit de tempête, tout a changé. Le tonnerre grondait si fort qu'il faisait vibrer les fenêtres. Les éclairs illuminaient ma chambre d'éclats blancs et aveuglants. Je m'étais endormi avec la télévision allumée dans le salon, et vers 2 heures du matin, j'ai décidé d'aller dans mon lit. Je suis entré dans ma chambre. Le tissu recouvrait toujours le miroir. Tout était en ordre. Je me suis couché, j'ai fermé les yeux, et j'ai essayé de dormir malgré la tempête. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure. Mais à un moment donné, un tonnerre particulièrement violent m'a réveillé en sursaut. Et à cet instant de réveil confus et désorienté, avec la lumière d'un éclair illuminant tout, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le tissu qui couvrait le miroir bougeait, pas à cause du vent. Il n'y avait pas de courant d'air dans ma chambre. Il bougeait tout seul, ondulant doucement, comme si quelque chose de l'autre côté le poussait, comme si quelque chose voulait sortir. Je me suis assis sur le lit, incapable de détourner le regard. Le tissu a commencé à glisser, lentement, 1 centimètre, 2, 3. Il tombait d'un côté comme si des mains invisibles le tiraient. Non, chuchotai-je. Non, non, non. Mais il a continué à bouger. Et à cet instant précis, en cette seconde même, je me suis rappelé les mots du testament de ma grand-mère. Qu'il ne le couvre jamais complètement. Complètement ? Je m'étais trompé. Je pensais qu'il fallait le couvrir comme elle le faisait. Mais elle avait dit, jamais le couvrir complètement. Il devait toujours y avoir une partie visible, une fente, un espace pour que ceux qui vivaient là puissent voir. Et je l'avais tout couvert. Je me suis levé du lit et j'ai couru vers le miroir. Avec des mains tremblantes, j'ai ajusté le tissu, laissant la partie supérieure du miroir découverte. Peut-être 30 centimètres de verre exposé. Le tissu a cessé de bouger. Le silence qui a suivi était plus effrayant que la tempête dehors. J'ai regardé le morceau de miroir visible. Mon reflet m'a rendu mon regard, décoiffé, effrayé, avec les yeux très ouverts. Derrière moi, dans le reflet, je pouvais voir mon lit vide, la porte fermée. Tout était normal. Je me suis lentement reculé vers mon lit, sans tourner le dos au miroir. Je me suis glissé sous les couvertures et je suis resté ainsi, assise, veillant cette bande de verre exposée pendant le reste de la nuit. Je ne l'ai jamais recouvert complètement à nouveau. Les semaines ont passé. J'ai appris à vivre avec le miroir. J'ai appris ses règles. Je laissais toujours une partie découverte. Je ne le regardais jamais après 3 heures du matin. Et jamais, oh jamais, je ne lui donnais complètement le dos quand il faisait sombre dans la chambre. Mais il y avait quelque chose d'autre que je commençais à remarquer. Quelque chose de subtil mais d'incontestable. Le miroir me montrait des choses, non constamment, pas de manière évidente. Mais si je prêtais attention, si je regardais attentivement, je pouvais voir des détails dans le reflet qui m'avertissaient de choses. Une fois, j'ai vu dans le reflet que la cuisinière de ma cuisine était allumée, alors que j'étais sûr de l'avoir éteinte. Je suis allé vérifier. Elle était allumée. Cela m'avait sauvé d'un incendie potentiel. Encore une fois, j'ai vu à travers le miroir que mon téléphone avait une notification, même s'il était en silencieux et que l'écran était éteint. C'était un message urgent de mon patron nécessitant une réponse immédiate. Petite chose. Utile. Comme si le miroir ou ce qu'il abritait était en train de m'aider. Je racontais cela à ma mère. Elle pâlit. « Camilla », me dit-elle d'une voix sérieuse, « ta grand-mère m'a raconté quelque chose avant de mourir. Quelque chose que j'ai juré de ne jamais répéter, mais je pense que tu dois le savoir. » Nous nous sommes assises dans sa cuisine. Elle a préparé du café, plus comme un rituel pour se calmer que par nécessité. « Quand ton arrière-grand-père est mort, commença-t-il, il a laissé ce miroir à ta grand-mère avec une lettre. Elle me l'a montré une fois, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais à peine adolescent. La lettre disait que le miroir était un pacte, un accord qu'il avait conclu avec quelque chose qu'il appelait le veilleur. Il disait que tant que le miroir resterait dans la famille, tant que certaines règles seraient respectées, ce veilleur nous protégerait, il nous avertirait des dangers, il nous montrerait des choses que nous devions voir. Et qu'est-ce qu'il voulait en échange ?
demandai-je, bien que je craignais déjà la réponse. Ma mère me regarda droit dans les yeux. Compagnie, il voulait être vu. Il voulait exister dans notre monde, même si ce n'était que par le reflet. Et lorsque le moment serait venu, lorsque l'un d'entre nous mourrait pendant que le miroir serait en notre possession, ce veilleur réclamerait quelque chose. Un morceau de nous, un fragment qui resterait avec lui pour toujours. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ma grand-mère, ta grand-mère a consacré 60 ans de sa vie à ce miroir. Et quand elle est morte, as-tu remarqué son expression? Ce n'était pas de la paix, Camilla. C'était de la résignation. De quelqu'un qui savait qu'il payait enfin sa dette. Mes mains tremblaient. J'ai renversé un peu de café sur la table. Pourquoi me l'as-tu laissé? Pourquoi ne l'as-tu pas détruit? Parce qu'on ne peut pas détruire. Ton arrière-grand-père a essayé une fois, lorsqu'il a regretté le pacte. Il a tenté de le briser. La même nuit, sa maison a pris feu. Il a tout perdu sauf le miroir. On l'a retrouvé intact parmi les cendres, sans une égratignure. Il a appris que certains accords ne peuvent pas être brisés. Ils ne peuvent que être transférés. Et maintenant c'est ma charge? Ma mère hocha lentement la tête. Ta grand-mère t'a choisi parce qu'elle savait que tu étais forte. Et parce que tu as aussi hérité de quelque chose d'elle. Une sensibilité, une connexion avec des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Elle pensait que tu pourrais mieux le gérer que n'importe quel autre membre de la famille. Je suis rentré en silence à mon appartement. Le poids de cette information était comme une pierre dans ma poitrine. Ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Pas avec peur, mais avec l'intention de comprendre. Le cadre sculpté qui me semblait auparavant simplement décoratif révélait maintenant des détails que je n'avais pas remarqués. Les figures autour du feu ne dansaient pas. Elles fuyaient, et les visages qui n'étaient pas entièrement humains avaient des expressions de terreur. Les symboles que je ne reconnaissais pas formaient des mots dans une langue que je n'avais jamais vue mais que, d'une certaine manière, je commençais à comprendre. Cautive, disait l'un. Observateur, disait un autre. Gardien, disait le troisième. Et au centre, gravé si subtilement qu'on ne le voyait que lorsque la lumière le frappait sous le bon angle, pacte de sang. J'ai regardé mon reflet, et pour la première fois j'ai vraiment prêté attention à ce qui se trouvait derrière mes yeux dans le miroir. Il y avait quelque chose de plus là-bas, pas dans la pièce réelle, seulement dans le reflet. Une ombre qui ne correspondait à aucune source de lumière. Une obscurité qui se déplaçait indépendamment. « Je sais que tu es là », dis-je à voix basse. Le reflet ne changea pas. Mais je sentis quelque chose, une présence, une conscience ancienne et patiente qui m'observait avec la même intensité que je l'observais. « Que veux-tu de moi ?» Je ne m'attendais pas à une réponse, pas avec des mots, du moins. Mais cette nuit-là, je rêvais. Je rêvais de mon arrière-grand-père, jeune, désespéré, à genoux dans une forêt sombre devant un miroir appuyé contre un arbre. Il saignait de la paume de sa main et laissait tomber des gouttes sur le verre. Chaque goutte était absorbée par le miroir comme si c'était de l'eau s'enfonçant dans du sable sec. « Protège-nous », je l'entendais murmurer. « Protège ma famille de tout mal. Je te donne ce miroir comme ta demeure dans notre monde. Je te donne mon sang comme sceau. Et en échange, je demande seulement que tu veilles. » Et quelque chose répondit. Pas avec une voix, mais avec une présence si accablante que mon arrière-grand-père tomba en arrière, tremblant. « Je veille, dit la présence. Je protège, j'avertis. Mais ce que je vois à travers la vitre me voit aussi. Et quand le porteur meurt, une partie de lui demeure. C'est ainsi que tu nourris mon existence. C'est ainsi que je maintiens le pacte. » Je me suis réveillé en sueur. Il était 2h47 du matin, 13 minutes avant 3h. 13 minutes avant le moment interdit. Je me suis forcé à rester éveillé, à ne pas regarder le miroir jusqu'à ce que les 3 heures passent. Je comptais chaque seconde dans ma tête. 3 heures en, 3 heures au 1, 3 heures au 2. À 3h05, je me suis enfin permis de regarder dans le miroir. Et je regrette de l'avoir fait, parce qu'une première fois, j'ai vu ce que ma grand-mère avait vu. J'ai vu ce qui avait transformé son expression finale en une de vigilance plutôt qu'en paix. Dans le reflet, ma chambre n'était pas vide. Il y avait quelqu'un d'autre dans le lit, à mes côtés, allongé là où devrait se trouver l'espace vide. Une silhouette sombre, sans trait défini, mais clairement de forme humaine. Allongé sur le côté, me regardant directement. Dans la réalité, il n'y avait personne. Mon lit était vide, sauf moi.
Mais dans le miroir, cette silhouette était là, aussi réelle que moi, aussi solide que n'importe quoi d'autre dans le reflet. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas. J'observais simplement pendant que cette silhouette, très lentement, semblait tendre un bras vers moi dans le reflet, et alors j'ai compris la règle. Ne regarde jamais après 3 heures du matin, pas parce que quelque chose va sortir du miroir, mais parce qu'à cette heure, la barrière entre le monde du reflet et notre monde est plus fine. Et le gardien, habitué à simplement observer, peut être vu en entier. Il peut se montrer tel qu'il est, pas seulement une ombre en arrière-plan, mais une présence complète, partageant ton espace dans le monde réfléchi. Le voir ainsi, si proche, si réel, était trop pour l'esprit humain. Je fermais les yeux fermement. Je les gardais fermés jusqu'à ce que le soleil se lève. Cela fait 6 mois depuis. J'ai toujours le miroir. Je respecte toujours les règles. Ils me mettent encore en garde contre des choses. Une fois, il m'a montré que j'avais laissé le robinet d'eau ouvert alors que je ne l'avais pas fait. Une autre fois, il m'a fait voir que quelqu'un avait tenté de casser la serrure de ma porte pendant que je dormais. Le gardien protège, comme il l'a promis, mais il observe aussi. Il observe toujours. Parfois, je me demande combien d'années il me reste avant que ce soit mon tour de payer la dette, avant que mon expression finale ne ressemble à celle de ma grand-mère, non pas de paix, mais de résignation face à l'inévitable. Et je me demande à qui je laisserai le miroir, parce que je ne peux pas le détruire, je ne peux pas l'abandonner. Le pacte est clair, quelqu'un de la famille doit le garder, il doit en prendre soin, il doit donner au veilleur sa fenêtre sur notre monde. J'ai pensé à ne pas avoir d'enfant, à laisser le pacte se terminer avec moi. Mais alors, j'ai vu quelque chose dans le miroir il y a 2 semaines, quelque chose qui m'a fait changer d'avis. J'ai vu ma famille, ma mère, mes frères, leurs enfants. Dans le reflet, tous étaient entourés d'une lumière douce mais constante, comme un bouclier invisible, comme une protection. Et derrière eux, à peine visible, se trouvait le veilleur, observant, surveillant. Le pacte n'est pas seulement une malédiction, c'est aussi une protection, réelle, tangible, efficace. Mon arrière-grand-père a fait un pacte qui nous a maintenus en sécurité pendant 3 générations. Il nous a avertis des accidents, des maladies, des dangers que nous n'avons jamais vus venir parce que le veilleur les a montrés avant qu'ils ne soient fatals. Combien d'entre nous seraient morts sans ce pacte? Combien de tragédies avons-nous évitées parce qu'une ombre dans un miroir nous a alertés à temps? Je ne le sais pas. Je ne le saurai jamais. Mais je sais que lorsque mon heure viendra, lorsque je sentirai que ma vie touche à sa fin, je chercherai quelqu'un dans la famille, quelqu'un de fort, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui pourra supporter le poids de voir le veilleur et ne pas perdre la raison. Et je leur laisserai le miroir, avec un testament, avec des règles claires, qu'ils en prennent soin comme je l'ai fait, qu'ils ne le rompent jamais, qu'ils ne le couvrent jamais complètement, qu'ils ne le regardent jamais, jamais après 3 heures du matin, car certains pactes ne peuvent pas être brisés, ils ne peuvent qu'être honorés. Et pendant que j'écris ceci, pendant que je mets en mots tout ce que j'ai vécu ces mois-ci, je peux voir le miroir d'où je suis assise à mon bureau. Je peux voir mon reflet travaillant sur l'ordinateur. Et je peux voir, à peine visible à l'arrière-plan, une ombre qui ne devrait pas être là. Observer, toujours observer, me protéger, attendre. Ce soir, comme tous les soirs, je me coucherai à 11 heures. Je dormirai profondément. Et je me réveillerai avant 3 heures. Parce que j'ai appris à vivre avec le pacte. Et le pacte a appris à vivre avec moi. Parfois, lors des matins calmes où le soleil entre par ma fenêtre et illumine le miroir d'une lumière dorée, je peux presque me convaincre que ce n'est qu'un objet, un meuble ancien, une relique familiale sans pouvoir particulier. Presque. Mais ensuite vient la nuit, et avec elle, la certitude absolue que je ne suis pas seul. Je ne le serai jamais tant que le miroir restera en ma possession. Et honnêtement, je ne suis plus sûr si cela me terrifie ou me réconforte. Voici l'histoire que Camilla m'a racontée. Elle m'a écrit récemment pour me dire que le miroir est toujours dans sa chambre et qu'elle a appris à coexister avec lui. Elle dit que parfois elle se demande si elle devrait rompre le pacte. Mais chaque fois qu'elle y pense, elle se souvient de toutes les fois où le miroir lui a sauvé la vie, à elle ou à un membre de sa famille. Si tu as déjà hérité de quelque chose d'étrange d'un membre de ta famille, ou si tu as un objet chez toi qui ne te semble tout simplement pas normal, laisse-moi ton histoire dans les commentaires.
On ne sait jamais quelle chose nous entoure jusqu'à ce qu'on y prête attention. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine histoire. Un suiveur nommé Javier m'a contacté il y a quelques semaines avec une expérience qui dit avoir complètement changé sa vie. Quand j'ai fini de lire son message, j'y ai réfléchi pendant des jours. Si tu as quelque chose de similaire à partager, je t'invite à me le raconter dans les commentaires ou à me l'envoyer directement. Maintenant, permets-moi de te ramener à l'été 2019, lorsque Javier a hérité d'un vieux domaine dans les montagnes et a découvert que certaines traditions ancestrales existent pour une raison. Ce que tu es sur le point d'entendre est perturbant, alors prépare-toi. Je n'aurais jamais dû abattre cet hôtel. Mais à ce moment-là, cela semblait être la bonne décision. Cela semblait logique. J'étais un homme de la ville, éduqué, avec 2 maîtrises et une carrière réussie d'architecte. Je ne croyais pas aux superstitions. Je ne croyais pas aux malédictions. Je ne croyais en rien qui ne puisse être expliqué par la science ou la raison. Maintenant, je sais mieux. Maintenant, je sais qu'il y a des choses dans ce monde que la raison ne peut toucher, des forces que la science ne peut mesurer, et des dettes qui doivent être payées peu importe combien de temps s'est écoulé. Tout a commencé quand mon grand-oncle Mauricio est mort. Il avait 93 ans et avait vécu toute sa vie dans une ferme dans les montagnes d'Oaxaca, au Mexique. Je ne le connaissais guère. Je l'avais peut-être vu 3 fois dans ma vie, toujours lors de réunions de famille où il restait dans un coin silencieux, observant tout le monde avec ses yeux sombres qui semblaient savoir des choses que nous ne savions pas. À ma grande surprise, il m'a laissé la ferme dans son testament. C'était le seul homme de la famille sans enfant, expliquait le document, et pour une raison quelconque, il considérait que j'étais le bon pour hériter de la propriété. Ma mère m'a averti de refuser l'héritage. « Cette propriété a une histoire, Javier, me dit-elle au téléphone, sa voix chargée d'une inquiétude que je ne comprenais pas. Ton oncle Mauricio y a vécu seul pendant 70 ans. 70 ans sans se marier, sans avoir de famille. Il y a des raisons à cela. » « Quel genre de raisons ?» demandai-je à moitié amusé. Il y eut un long silence. « Des choses dont on ne parle pas. Des choses que ton oncle comprenait et respectait. Si tu acceptes cette propriété, promets-moi que tu ne changeras rien. Surtout l'hôtel. » « Quel hôtel ? » ?»« Tu le sauras quand tu le verras. Promets-le-moi, Javier. » Je lui promis, bien que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je pensais que ce n'était que des superstitions de village, de vieilles histoires sans fondement. Comme je me trompais, j'ai voyagé à Oaxaca en juillet. La ferme était à 3 heures de la ville la plus proche, au bout d'un chemin de terre qui serpentait entre des montagnes couvertes de pins et de chênes. C'était un endroit magnifique, je dois l'admettre. 50 hectares de terre fertile avec une rivière qui la traversait, entourée de forêts vierges qui s'étendaient à perte de vue. La maison principale était une construction coloniale de 2 étages avec des murs épais en adobe et un toit en tuiles rouges. Elle avait été bien entretenue, compte tenu de l'âge de mon grand-oncle. Les chambres sentaient le vieux bois et les herbes sèches. Des meubles anciens recouverts de draps blancs remplissaient les espaces comme des fantômes silencieux. J'ai passé le premier jour à explorer. Il y avait des écuries vides, une grange pleine d'outils rouillés, un potager envahi par les mauvaises herbes. Tout parlait d'une époque révolue, d'un mode de vie qui n'existait presque plus. J'ai vu du potentiel. Avec un peu d'investissement, je pourrais transformer cela en un hôtel-boutique, un retrait écologique pour les touristes fatigués de la ville. Je faisais déjà des calculs mentaux sur les coûts et les bénéfices. J'ai trouvé l'hôtel au coucher du soleil du 2e jour. J'étais dans une clairière de la forêt, à environ 200 mètres derrière la maison. Un sentier à peine visible entre les arbres y menait. C'était une structure étrange, une plateforme en pierre d'environ 2 mètres de hauteur, avec des marches taillées menant au sommet. Sur la surface supérieure se trouvait un petit autel fait de pierres empilées, noirci par la suie de mainfeu. Autour de l'autel se trouvaient des objets curieux, des bougies consumées jusqu'à leur base, des assiettes avec de la nourriture pourrie, des tortillas moisies, des fruits en décomposition, ce qui semblait être des restes de viande, des bouteilles vides de mezcal, des fleurs fanées et des poupées. Des dizaines de petites poupées faites de tissu et de paille, certaines si anciennes qu'elles se désagrégeaient au toucher. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans cet endroit.
Malgré la chaleur de l'été, j'ai ressenti un froid en m'approchant. Les oiseaux ne chantaient pas près de la clairière. L'air semblait épais, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas identifier mais qui faisait dresser les poils de ma peau. À la base de la plateforme, taillée dans la pierre avec des lettres presque effacées par le temps, il y avait une inscription en espagnol ancien. Je me suis penché pour la lire. « Ici demeure le gardien. Il se nourrit de ce qui est offert. Il se calme avec l'offrande. Quiconque rompra le pacte paiera de son sang. » Je ris nerveusement. C'était évidemment une sorte de site cérémoniel indigène, probablement préhispanique. Mon grand-oncle, dans sa vieillesse et sa solitude, avait maintenu vivante une certaine tradition ancestrale, laissant des offrandes comme l'auraient fait ses ancêtres. C'était anthropologiquement intéressant, je suppose, mais ce n'était pas quelque chose que j'allais continuer. La décision de le détruire est venue naturellement. Si je voulais transformer cette propriété en hôtel, je ne pouvais pas avoir un hôtel païen perturbant dans la forêt. Les touristes seraient effrayés. De plus, la clairière serait parfaite pour construire des cabanes supplémentaires. La vue d'ici était spectaculaire. Je suis rentré à la maison pendant que le soleil se cachait derrière les montagnes. Cette nuit-là, j'ai dormi de manière troublée. J'ai fait des rêves étranges, fragmentés. J'ai rêvé d'un homme grand et maigre, si maigre que ses os dépassaient de sa peau grise. Il n'avait pas de visage, juste une surface lisse où des traits auraient dû se trouver. Il se tenait dans la clairière, me regardant, et bien qu'il n'ait pas d'yeux, je savais qu'il me voyait. Je ressentais son regard comme un poids physique sur ma poitrine, me comprimant, m'étouffant. Je me suis réveillé en haletant. Il était 3h15 du matin. La maison était dans un silence absolu, un silence si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Et alors je l'ai entendu. Un bruit venant de la forêt. Un coup rythmique, comme si quelqu'un frappait la pierre contre la pierre, fort, constant, insistant. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La pleine lune illuminait le terrain d'une lumière argentée et maladive. Je pouvais voir le chemin qui menait à la clairière, et sur le chemin, quelque chose bougeait. C'était une silhouette, trop grande pour être humaine, trop maigre. Elle se déplaçait de manière étrange, avec des mouvements spasmodiques, comme si ses articulations ne fonctionnaient pas correctement. Elle marchait vers l'autel, et le bruit de coups provenait d'elle, de quelque chose qu'elle traînait ou frappait contre le sol. Mon esprit rationnel cherchait des explications. Un animal, un cerf peut-être, ou un ours. Mais les cerfs ne marchent pas sur deux pattes, et les ours n'ont pas cette forme. La silhouette est arrivée dans la clairière et a disparu parmi les arbres. Le bruit s'est arrêté. Le silence est revenu, encore plus oppressant qu'auparavant. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté assis sur le lit, toutes les lumières allumées, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une illusion. Une hallucination causée par la fatigue et la suggestion d'avoir vu cet hôtel troublant. Le lendemain matin, avec la lumière du soleil restaurant ma confiance, j'ai pris une décision. J'allais démonter cet hôtel, pas aujourd'hui mais bientôt. D'abord, j'avais besoin d'engager quelqu'un pour m'aider. Certaines de ces pierres étaient trop lourdes pour les déplacer seul. Je suis allé au village le plus proche, un petit endroit appelé San Andrés del Monte, pour chercher des ouvriers. Dans la seule cantine du village, j'ai trouvé 3 hommes prêts à travailler pour un salaire journalier raisonnable. Je leur ai expliqué que j'avais besoin d'aide pour nettoyer une partie du terrain, enlever quelques anciennes structures. « Quel type de structure ?» demanda l'un d'eux, un homme d'âge moyen avec des mains calleuses et un visage tanné par le soleil. Un vieux hôtel, des pierres empilées dans les bois. Les 3 hommes se regardèrent. Quelque chose s'est passé entre eux, une communication silencieuse que je n'ai pas pu interpréter. « Nous ne pouvons pas t'aider avec ça, dit finalement l'homme. Je vous paierai le double. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur. C'est une question de respect. Cet hôtel est là depuis plus longtemps que quiconque ne peut s'en souvenir. Don Mauricio s'en occupait, son père avant lui, et son grand-père avant cela. Il y a des raisons. Ce ne sont que des superstitions, dis-je, commençant à m'irriter. Peut-être, répondit l'homme en se levant, mais il y a des superstitions qui existent parce que la réalité derrière elles est trop terrible pour être expliquée autrement. Bonjour, monsieur. Les 3 sortirent de la cantine, me laissant seul avec ma frustration. Peu importe. Je pouvais le faire moi-même. Peut-être que cela me prendrait plus de temps, mais c'était possible. J'avais des outils dans le grenier, des marteaux, des leviers, des haches. Il me fallait juste de la détermination. Je commençais à travailler cet après-midi-là. D'abord, je nettoyais tous les déchets autour de l'hôtel, les offrandes pourries, les bouteilles vides, les poupées inquiétantes.
Je les empilai tous et les brûlai, ressentant une étrange satisfaction en voyant les flammes consumer ces objets. Puis je me suis consacré aux pierres de l'autel lui-même. Elles étaient anciennes, couvertes de mousse et de lichen, collées entre elles par quelque chose qui semblait un mélange d'argile et de chaux. J'ai commencé à frapper avec le maillet, délogeant les pierres une par une. C'était plus difficile que je ne l'avais prévu. Les pierres étaient fermement en place, et certaines étaient incroyablement lourdes. J'ai travaillé pendant des heures, en sueur sous le soleil de l'après-midi, jusqu'à ce que je parvienne à démonter le dessus de l'autel. Sous les pierres supérieures, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter. C'était un espace creux, une chambre cachée à l'intérieur de la structure. Et à l'intérieur de cette chambre, il y avait des choses, des os, de petits os qui pouvaient être d'animaux ou d'autres choses, des morceaux de tissu pourris, et un objet enveloppé dans du cuir si vieux qu'il s'effritait au toucher. Avec des mains tremblantes, je déroulais l'objet. C'était un couteau cérémoniel avec une poignée en os sculptée de symboles que je ne reconnaissais pas, et une lame d'obsidienne noire si tranchante que je me coupais le doigt rien qu'en la frôlant. Le sang tomba sur les pierres, et au moment où cela se produisit, je ressentis quelque chose. Comme si l'air lui-même s'était tendu autour de moi. Comme si quelque chose s'était réveillé. Un vent soudain souffla à travers la clairière, bien que le reste de la forêt restât immobile. Les arbres craquèrent. Quelque part à proximité, un oiseau cria, un son aigu et terrifié. Et alors j'entendis une voix, pas avec mes oreilles, mais dans ma tête. Une voix qui sonnait comme des os qui se brisent, comme de la terre glissant sur une tombe. Le pacte est rompu. Je lâchai le couteau et reculai, mon cœur battant à tout rompre. Je regardais autour de la clairière, mais il n'y avait personne. J'étais complètement seul. Tu as détruit ce qui maintenait la paix. Tu as versé du sang sans offrande. Tu as ouvert la porte. Qui es-tu ? Réussis-je à dire, ma voix sonnant petite et effrayée même à mes propres oreilles. Je suis le gardien. Je suis celui qui protège et celui qui réclame. Je suis antérieur à ton peuple, antérieur à ta langue, antérieur à ton Dieu. Et maintenant que le pacte est rompu, je dois me nourrir. Je me mis à courir. J'abandonnai les outils, le couteau, tout. Je courus vers la maison comme si le diable me poursuivait. Peut-être qu'il le faisait. Cette nuit-là, les choses empirèrent. Cela a commencé par des bruits, des coups contre les murs, des griffures sur les fenêtres, le son de pas lourds sur le toit, bien que la maison n'ait que 2 étages et qu'il n'y ait aucun moyen que quelqu'un soit sur le toit. Les pas allaient et venaient d'un bout à l'autre pendant des heures. Puis vinrent les visites. À travers la fenêtre de ma chambre, j'ai vu des silhouettes se déplacer dans le jardin. Elles étaient grandes et minces, avec des membres trop longs. Elles se déplaçaient en groupe, 7 ou 8 d'entre elles, marchant en cercle autour de la maison. Leurs têtes se tournaient vers les fenêtres en passant, et bien qu'il fasse trop sombre pour voir leur visage, je savais qu'elles me regardaient. J'ai tiré les rideaux et je me suis caché sous les couvertures comme un enfant effrayé. Cela ne servait à rien. Je pouvais les sentir là dehors, attendant. Au lever du jour, les silhouettes avaient disparu. Je suis sorti de la maison, désespéré de lumière et d'air frais. Le jardin était dévasté, les fleurs avaient été arrachées, le gazon montrait des marques étranges, comme si quelque chose de lourd avait été traîné en cercle. Et à la porte principale, gravée dans le bois avec quelque chose de tranchant, il y avait un message. 7 jours, 7 offrandes, ou 7 vies. Ma première réaction a été de fuir, faire mes valises et partir, oublier cette ferme maudite et ne jamais revenir. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce de l'orgueil, peut-être était-ce de l'entêtement, ou peut-être au fond, je savais que fuir ne servirait à rien. Ce n'était pas une question de lieu, c'était une question de moi. J'avais rompu le pacte, j'étais responsable. J'ai conduit de retour à San Andrés del Monte. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre ce qu'était le gardien et ce que signifiait ce message. Je trouvai l'homme de la cantine chez lui, une petite construction en adobe à la périphérie du village. Quand il ouvrit la porte et me vit, son expression devint sombre. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ? Tu as détruit l'hôtel. » Je ne niais pas. J'ai besoin de savoir ce que c'est. J'ai besoin de savoir comment l'arrêter. Il soupira et m'invita à entrer. Sa femme nous servit du café pendant qu'il me racontait l'histoire. Le gardien était ancien, plus ancien que les Aztèques, plus ancien que toute civilisation connue.
C'était une entité qui avait vécu dans ces montagnes depuis des temps immémoriaux, se nourrissant de... Eh bien, personne n'était vraiment sûr de ce dont elle se nourrissait. De vie peut-être, d'énergie, de sang. Les anciens peuples avaient appris à l'apaiser. Ils avaient déconstruit l'autel et établi un pacte, des offrandes régulières en échange de protection. Tant que les offrandes étaient maintenues, le gardien protégeait la terre, les cultures prospéraient, les animaux prospéraient, les maladies étaient tenues à distance. Mais si les offrandes cessaient, si le pacte était rompu, le gardien réclamerait sa dette d'une autre manière. Quel type d'offrande ? Demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Au début, il y a des siècles, c'était des vies, des sacrifices humains. Mais avec le temps, les anciens ont appris qu'ils pouvaient le satisfaire avec des substituts, des animaux, de la nourriture, du sang de coupure superficielle. Tant que le rythme était maintenu, tant que la promesse était tenue. Le message dit 7 jours, 7 offrandes. L'homme hocha gravement la tête. Tu dois restaurer l'autel. Tu dois offrir 7 offrandes en 7 jours consécutifs, en commençant ce soir. Si tu ne le fais pas... Il laissa la phrase inachevée. Que se passera-t-il si je ne le fais pas ? Il prendra 7 vies, commençant par la tienne et s'étendant à ta famille. Une pour chaque jour qui passe sans offrande. C'est ainsi que fonctionne le pacte. 7 pour 7. Équilibre. Je sentis le sang quitter mon visage, ma famille, ma mère, mes frères, mes neveux. Comment fais-je les offrandes ? Il m'a expliqué le processus en détail. Chaque nuit, au coucher du soleil, je devais aller dans la clairière. Je devais reconstruire l'autel du mieux que je pouvais. Je devais apporter de la nourriture fraîche, des tortillas, des fruits, de la viande crue. Je devais apporter des fleurs. Et je devais offrir du sang. Ton propre sang, a-t-il précisé. Juste quelques gouttes. Coupe ta paume avec le couteau cérémoniel. Je suppose que tu l'as trouvé. Et laisse le sang tomber sur les pierres. Pendant que tu fais cela, tu dois promettre à voix haute que tu respecteras le pacte, que tu maintiendras les offrandes, que tu respecteras le gardien. Et si je le fais, est-ce que ça s'arrêtera ? Si tu accomplis les 7 offrandes sans en manquer une seule nuit, le pacte sera renouvelé. Mais tu dois comprendre, Javier, une fois que tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. Jamais. Tu devras faire des offrandes chaque semaine pour le reste de ta vie. Si tu pars, si tu quittes la terre, si tu cesses de remplir, le gardien viendra te chercher peu importe où tu es. C'était une prison, une chaîne qui me lierait à cette ferme pour le reste de ma vie. Mais quelle option avais-je ? Je suis retourné à la ferme avec les matériaux nécessaires. J'ai passé les heures de lumière à reconstruire l'autel, repositionnant chaque pierre avec des mains tremblantes. J'ai nettoyé la zone, balayant les débris que j'avais créés. J'ai remis le couteau cérémoniel à sa place, enveloppé dans un cuir neuf que j'avais acheté au village. Au coucher du soleil, j'ai fait ma première offrande. Je mis les tortillas fraîches sur l'autel. J'ai disposé les fruits en cercle. J'ai placé la viande crue au centre. J'ai allumé des bougies autour du périmètre. Et puis, avec le couteau cérémoniel, je me suis coupé la paume de la main gauche. La douleur était aiguë mais pas insupportable. J'ai fermé le poing, laissant le sang goûter sur les pierres. Le sang tombait avec un son doux, presque comme la pluie. Je promets de tenir le pacte, dis-je à voix haute, ma voix se brisant légèrement. Je promets de respecter le gardien. Je promets de faire les offrandes comme il se doit. J'accepte la responsabilité de mes actions. Pendant un moment, rien ne se passa. La forêt restait silencieuse. Puis, progressivement, je sentis la pression dans l'air diminuer. Comme si quelque chose s'était détendu, satisfait. Les bougies vacillèrent, bien qu'il n'y ait pas de vent. Et j'eus la sensation indéniable que quelque chose d'invisible était là, observant, acceptant mon offrande. J'ai vendu ma main et je suis rentré à la maison. Cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des jours. Les 6 jours suivants furent identiques. Chaque crépuscule, je me rendais à la clairière. Chaque nuit, je présentais l'offrande et versais mon sang. Chaque fois, je sentais cette présence invisible accepter ce que j'offrais. Le 7e jour, quelque chose de différent s'est produit. Quand je suis arrivé dans la clairière, il y avait quelqu'un, ou quelque chose, qui m'attendait. C'était la silhouette grande et mince de mes cauchemars, debout à côté de l'autel. À la lumière du coucher de soleil, je pouvais la voir plus clairement. Sa peau était grise comme de la cendre. Ses bras et ses jambes étaient grotesquement longs,
avec des articulations qui se pliaient à des endroits incorrects. Et son visage était une surface lisse et sans traits, exactement comme je l'avais vu dans mes rêves. Le gardien. Je me suis figé, incapable de bouger ou de parler. La créature me regardait, si c'était le mot juste, étant donné qu'elle n'avait pas d'yeux. Puis, lentement, elle leva l'une de ses mains. Elle avait des doigts incroyablement longs, qui se terminaient par des griffes courbées. Elle a pointé l'autel, puis elle m'a désigné. Le message était clair. Complète l'offrande finale. Avec des mains tremblantes, j'ai placé la nourriture sur l'autel. J'ai allumé les bougies. J'ai pris le couteau et je me suis coupé la paume, la droite cette fois, puisque la gauche était encore en train de guérir des coupures précédentes. Le sang est tombé sur les pierres. Le gardien s'est penché en avant, rapprochant ce visage sans trait des gouttes de sang. Et je le jure, j'ai vu comment les gouttes disparaissaient, absorbées par quelque chose d'invisible. Quand il a fini de se nourrir, la créature s'est redressée. Elle a levé une main et a touché mon front avec un doigt. Le contact était glacial, comme toucher de la glace sèche. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose entrer dans mon esprit. Connaissance. Compréhension. Des images de siècles passés, de générations de ma famille maintenant ce pacte, des conséquences terribles lorsque quelqu'un le rompait. J'ai vu des villages entiers disparus. J'ai vu des champs stériles où il y avait autrefois abondance. J'ai vu des personnes consumées, leur vie drainée, leur corps retrouvé flétri comme des plantes sans eau. Je comprends. Le gardien n'était pas malveillant. Il était naturel. Aussi naturel qu'une rivière qui a besoin de pluie, comme un feu qui a besoin de combustible. Il existait simplement, et son existence nécessitait un soutien. Le pacte n'était pas une malédiction. C'était un accord mutuellement bénéfique. Protection en échange de nourriture. La créature retira sa main de mon front. Puis, sans aucun bruit, elle cessa simplement d'être là. Elle ne s'est pas évaporée ni ne s'est éloignée en marchant. Elle est simplement partie. Le pacte était renouvelé, et j'étais lié à lui pour toujours. C'était il y a 3 ans. Je vis toujours dans le domaine. J'ai abandonné ma carrière d'architecte. Certains de mes amis pensent que je suis fou, que j'ai gaspillé mon potentiel pour vivre comme un ermite dans les montagnes. Ma famille me rend visite rarement, et quand ils le font, je peux voir l'inquiétude dans leurs yeux. Mais je vais bien. Je le suis vraiment. J'ai appris à comprendre et, d'une manière étrange, à respecter le gardien. Je fais les offrandes fidèlement. 1 fois par semaine, sans faute, je vais à l'autel au coucher du soleil. Je n'ai plus besoin de me couper, une simple piqûre au doigt suffit. C'est un rituel, un rythme qui est devenu une partie de ma vie. La terre prospère. Mon petit jardin produit plus que je ne peux manger. Les animaux sont abondants. Je suis devenu autosuffisant de manière que je n'aurais jamais cru possible. Et la nuit, quand je marche dans la forêt, je vois parfois le gardien au loin, observant, protégeant. Je n'ai plus peur de lui. Nous sommes parvenus à un accord, lui et moi. Je fais ma part du pacte et il fait la sienne. C'est un échange équitable. Mais je me demande toujours, combien d'autres terres, combien d'autres endroits dans le monde maintiennent des pactes similaires? Combien d'entre nous, sans le savoir, vivent sous des protections anciennes achetées avec des offrandes que quelqu'un d'autre fait en notre nom? Et je me demande ce qui se passera quand je ne pourrai plus maintenir les offrandes, quand je serai trop vieux, quand je mourrai. Qui prendra ma place? Qui héritera de ce devoir? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je sais juste qu'à chaque semaine, lorsque le soleil commence à se cacher derrière les montagnes, je prends mon panier avec des offrandes et je marche vers la clairière dans la forêt. Et tant que je le ferai, tant que je tiendrai ma promesse, je serai en sécurité. Le pacte protège, le pacte exige, le pacte demeure. Et je suis son gardien autant que le gardien est le mien. C'est l'histoire que Javier m'a envoyée. Il dit qu'il continue de vivre dans cette ferme, respectant le pacte semaine après semaine. Parfois, il m'envoie des mises à jour, me racontant sa vie là-bas. Si jamais vous avez ressenti qu'il y a des endroits avec leurs propres règles, leurs propres lois que nous ne comprenons pas, partagez-le dans les commentaires. Cela me fascine de savoir quelles expériences vous avez eues. Et si ce genre d'histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour en écouter plus chaque semaine. Parfois, les anciens pactes restent en vigueur pour de bonnes raisons. Prenez soin de vous ce soir, et à bientôt.